Alors, je vous propose de commencer. Merci déjà à tous ceux qui nous ont rejoints. L'objet de ce webinaire est de parler des innovations dans l'e-sport et de voir grâce à des cas concrets, des études de cas, des différentes tendances. On va explorer un certain nombre de leviers qui sont en lien avec le développement de l'e-sport. On parlera de technologie, on parlera de matériel, de services, etc. Et des solutions de financement. Donc ce webinaire est co-organisé avec notre adhérent au sein de l'agence e-sport qui s'appelle GAC Group, qui pourra nous présenter un petit tour d'horizon des solutions destinées notamment aux entrepreneurs en lien avec l'innovation et nous expliquer un petit peu comment ça fonctionne et comment les entreprises peuvent se développer, peuvent bénéficier d'un certain nombre d'aides ou de support, d'appui pour développer leur stratégie tournée vers l'innovation. Pour ceux qui ne me connaissent pas, donc je m'appelle Boris Bergerot, je suis cofondateur avec Hugo Hurtado de l'agence e-sport, qui est une association, il y a un cluster business dédié au développement de l'e-sport en France. J'ai à côté de ça une société qui s'appelle Stackern dédiée à l'accompagnement des entreprises, notamment dans le secteur de l'e-sport. Et donc l'objet aujourd'hui de notre webinaire numéro 3 est de laisser la parole à des intervenants qui ont pas mal de choses à vous dire par rapport à leur expérience, par rapport aux difficultés parfois rencontrées, par rapport à aussi on aura quelques exclusivités entre guillemets de la part d'NVIDIA. Donc on a la chance d'avoir aujourd'hui des représentants de chez Atos, Bigger Inside, de la team GameWard, de Gamifly, de l'association HandiGamer et de NVIDIA. Et je passe la main à Thomas Delfos, qui va se présenter et qui va nous parler un petit peu de l'agence e-sport. Tout à fait. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je m'appelle Thomas Delfos, je suis vice-président de l'agence e-sport. Je vous remercie déjà pour votre participation à ce troisième webinaire. J'espère que vous passerez un bon moment, intéressant et instructif en notre compagnie. L'agence e-sport a comme objectif de contribuer au développement économique de l'e-sport à travers des actions favorisant la création d'emplois au travers de notre accélérateur PEXIN en partenariat avec le village Baïséa de Toulouse, la rencontre des acteurs économiques au travers de notre club business et la démocratisation du sport électronique en école et entreprise. Et c'est le volet formation et services. Vous êtes adhérent aujourd'hui de l'agence e-sport, n'hésitez pas à nous contacter pour mettre en avant vos activités et votre actualité lors de nos événements. Je tiens à remercier d'ailleurs chaleureusement GAC Group pour la co-organisation de ce webinaire. D'ailleurs, je vous présenterai à la fin de la présentation la roadmap pour la saison 2020-2021, ainsi que les nouveaux formats en clôture de ce webinaire. Vous n'êtes pas adhérent et vous souhaitez développer une stratégie e-sport pour votre association, votre entreprise, votre école ou votre collectivité, nous avons les plans d'adhésion et de partenariat qu'il vous faut. Donc n'hésitez pas à prendre contact avec nous. Tu peux passer au slide suivant, Boris. Donc ce slide pour vous dire en fait que nous avons le plaisir de vous annoncer notre participation ce week-end à l'Occitanie e-sport, l'événement e-sport majeur de la région. Donc ils se dérouleront le 26 et 27 septembre prochain. La région Occitanie et l'ESL nous ont missionnés pour organiser les tables rondes professionnelles du Forum Emploi. Et je tiens à remercier tout particulièrement notre directeur général Hugo Hurtado, qui a réalisé déjà un travail excellent dont vous pourrez constater le résultat lors de la retransmission ce samedi à partir de 11 h sur Twitch. Donc ça annonce un très bel événement. Je reprends la main, merci Thomas pour ces précisions, notamment le petit point effectivement sur l'Occitanie e-sport qui, comme vous le savez, en période de Covid, a été contraint, enfin post-Covid, mais avec la situation sanitaire actuelle, a été contraint de rester en mode online. Donc tout se passera sur Twitch au niveau des compétitions, mais aussi de la partie business, table ronde, etc. Donc là, je vais vous parler très rapidement de ce qui nous attend au niveau du programme ce soir de ce webinaire. On va aborder l'aspect technologique.
l'e-sport, la pratique compétitive des jeux vidéo s'appuie, vous savez, sur des jeux vidéo via des éditeurs, s'appuie sur du matériel, ça peut être des consoles, ça peut être des PC, des smartphones ou autres. Et on a un côté sportif aussi qui sera développé, je pense en partie par la team GameWard tout à l'heure, sur le côté compétitif, préparation, etc. Et donc, les technologies évoluent très rapidement. Et on se retrouve dans une période où il y a un certain nombre d'investissements qui sont faits sur des technologies innovantes et sur des acteurs qui proposent des solutions différenciantes par rapport à la pratique classique, traditionnelle de l'e-sport telle que nous la connaissons, puisque l'e-sport existe depuis maintenant plus de 20 ans, au début de façon très confidentielle à travers ce qu'on appelle des LAN parties. Et c'est structuré depuis maintenant un certain nombre d'années avec des compétitions, avec des récompenses. Ça peut être en mode physique ou en mode online. Et on a, avec le développement des technologies, réalité virtuelle, réalité augmentée, etc., finalement abouti à un certain nombre de nouveaux concepts qu'on va vous présenter. On abordera aussi la notion de lieu de pratique, puisqu'il est question aujourd'hui de pouvoir pratiquer en mode amateur ou en mode professionnel de l'e-sport, d'accueillir des compétitions. On fera un petit tour d'horizon sur un certain nombre de stades qui sont en train de muter, notamment en lien avec le secteur du sport traditionnel. On parlera de la consommation et de la fan expérience, que ce sont des enjeux forts, notamment en lien avec la notion de monétisation des audiences. Comment développer la fan expérience aujourd'hui dans l'e-sport et permettre à des sponsors d'avoir une nouvelle visibilité, mais aussi à des joueurs ou à des spectateurs de vivre une expérience nouvelle. La partie accessibilité qui nous est particulièrement chère au sein de l'agence e-sport. Comment rendre accessible à tous, au plus grand nombre, la pratique de l'e-sport. Donc le jeu vidéo est par essence plutôt un écosystème inclusif, donc il est ouvert aux hommes, aux femmes, il n'y a pas de contrainte d'âge, il y a effectivement des contraintes qui peuvent être physiques pour les personnes à mobilité réduite. Donc on va aborder le sujet de l'accessibilité, notamment sur la partie compétitive, comment des personnes qui ont un certain handicap peuvent aujourd'hui quand même pratiquer leur passion. Et on finira sur toute la partie en lien avec le financement. Petite présentation du coup, alors non pas d'Albert Einstein, mais plutôt des intervenants qui vont participer ce soir. Donc pour le groupe GAC, nous aurons Baptiste Barrère, responsable marketing innovation, ainsi que Nicolas Vattès, qui est consultant innovation. Nous aurons la chance d'avoir Bigger Inside, un concept innovant basé à Montpellier avec Benjamin Roland en tant que cofondateur. Arnaud Moulet de la team GameWard, basée à Boulogne-Billancourt, qui nous présentera un petit peu ses innovations de pratiques et de services, notamment en lien avec le développement des joueurs et la notion de performance. Thomas Delfos, que vous avez déjà vu, qui lui est responsable de projet Big Data chez Atos et vice-président de l'agence e-sport. Pour NVIDIA, nous aurons Stéphane Quentin, Senior PR Manager en France et en Belgique, qui nous parlera des vraies grosses innovations, notamment matérielles, en lien avec l'e-sport et la pratique compétitive et les éléments de différenciation, intelligence artificielle et carte graphique notamment. Et David Cambarieux, donc, qui a fondé HitClick, une société qui commercialise sur-mesure des accessoires de gaming, et qui est aussi président et qui avait fondé donc Andy Gamer. Passé cette petite intro, où chacun pourra revenir dessus à sa guise quand les uns et les autres prendront la parole. Pardon, je vais revenir. Voilà, on va parler assez rapidement de la partie technologique, puisqu'on a aujourd'hui des évolutions qui sont en lien avec la pratique de l'e-sport. Aujourd'hui, vous avez la possibilité de jouer derrière un clavier, un ordinateur, vous pouvez jouer avec un smartphone, vous pouvez jouer avec une console. Des outils sont en train de se développer sur trois principaux axes. Alors, je mettrai deux en avant, la réalité virtuelle et la réalité augmentée, pour créer des nouvelles expériences. Ces nouvelles expériences permettent aux pratiquants, aux gamers, d'être dans une immersion. On va parler par exemple de la réalité virtuelle et je laisserai la parole tout à l'heure à Benjamin Roland de Bigger Inside pour nous en parler un peu plus longuement sur ses innovations.
Ça va nous permettre aussi de coupler cette immersion proposée via un casque de type Oculus, HTC Vive ou autre, avec parfois de la pratique physique. Et c'est aujourd'hui pas forcément une tendance par rapport à ce qui existe dans l'e-sport traditionnel, mais c'est très clairement en développement. Donc vous avez des centres de réalité virtuelle que vous avez peut-être dans votre ville, et de plus en plus, il y a des aspects compétitifs où on va se retrouver dans une enceinte spécifique, avec du matériel spécifique, qui peut être une Omni Arena, par exemple, qui vous est présentée en bas à gauche sur le schéma, mais qui peut être aussi la possibilité de se déplacer physiquement dans un lieu et d'être représenté par des avatars et d'avoir un côté compétitif. Donc il y a déjà des ligues de VR qui existent. L'ESL a créé une ligue VR, donc il y a des jeux, il y a des éditeurs qui ont développé des jeux spécifiques pour cet écosystème-là. On est donc sur un côté immersif, avec par contre certaines contraintes liées à la partie motion sickness, donc notamment la difficulté parfois à se retrouver au niveau spatio-temporel parce qu'on a un casque et parce qu'on est immergé dans un jeu vidéo, et on peut avoir des effets un petit peu secondaires. Donc il y a tous ces paramètres-là à prendre en compte, plus bien sûr le coût du matériel qui peut être un frein quand on parle spécifiquement donc, du développement de la partie compétitive de l'e-sport dans la VR. La réalité augmentée, vous avez, alors je vous ai mis deux éléments, deux visuels qui pour moi ont été assez frappants. Celui du bas qui est en lien avec l'apparition d'un dragon lors d'une cérémonie d'ouverture des finales de League of Legends, où on a créé une expérience, cette fois-ci pour les spectateurs, pas forcément pour les joueurs, mais pour les spectateurs. On voit de plus en plus d'utilisation de la réalité augmentée pour les spectateurs, mais donc ça rejoindra le côté aussi un petit peu fan expérience pour créer un côté à la fois ludique et innovant. Donc on le retrouve sur des jeux peut-être que vous connaissez comme Dota 2 ou même League of Legends, où on voit apparaître des personnages en réalité augmentée quand on est spectateur. Et vous avez au-dessus un concept qui nous vient du Japon, qui s'appelle Hado, H-A-D-O, qui permet l'affrontement entre plusieurs joueurs dans une salle qui peut être relativement petite. Vous avez un bracelet connecté au bras, vous avez un casque de réalité augmentée, et vous faites un peu comme du Dragon Ball Z. En fait, vous tirez des boules de feu avec les mains pour déclencher une attaque, et vous pouvez sortir des boucliers, etc. Donc il y a une combinaison de matériel technologique basé sur notamment un bracelet connecté sur le poignet, plus un casque de réalité augmentée. Donc, on a un côté à la fois ludique, mais qui peut être compétitif, puisqu'il y a déjà des compétitions. Il y a une compétition internationale chez Ado, avec un peu plus de 100 000 $, je crois, de récompenses. Donc, on peut l'utiliser en tant que pratiquant, via Ado, par exemple, mais aussi en tant que spectateur. C'était le cas, par exemple, de la cérémonie d'ouverture, donc pour les finales de League of Legends. Donc, la réalité augmentée est en train très clairement de faire une percée dans l'e-sport sur la partie essentiellement fan expérience, mais de plus en plus aussi sur la partie joueur. La réalité mixte, qui combine un petit peu les deux, et je vais laisser la parole très rapidement je vais arriver à Benjamin Roland, pardon, qui va nous parler de Bigger Inside et de ses activités. Et pour faire un petit teasing, on va vous lancer la vidéo qui présente son concept basé donc à Montpellier dans une salle physique. Et je vous laisse donc regarder. Je vais commenter peut-être, Boris, la vidéo. Si tu veux bien. Donc là, le concept, c'est un concept effectivement en réalité mixte, dans lequel les joueurs sont équipés de capteurs de mouvement, de casques réalité virtuelle et d'ordinateurs sur le dos, comme on vient de le voir. Et ils incarnent donc les avatars qu'ils vont contrôler avec les mouvements de leur corps. Ils vont donc déclencher les capacités de chaque avatar grâce à leurs mouvements. Il n'y a pas d'arme physique en fait, hein. Tout est basé vraiment sur l'interaction, l'engagement corporel, l'engagement physique. Donc là, on peut voir justement les différents avatars qui vont avoir il va y avoir des classes différentes, hein, les DPS, le sniper, le healer, etc., qui vont permettre d'avoir justement une certaine un aspect rejouabilité et courbe de progression dans la prise en main des avatars. On est vraiment sur un jeu compétitif, et comme on le voit dans ce jeu, les murs réels
sont fusionnés avec leur représentation virtuelle. Donc on parle là de réalité mixte ou de virtualité augmentée, pour être plus précis en fait, sur cet aspect-là. Et donc ce jeu est disponible à Montpellier, donc pour l'instant dans la salle The Cluster. Peut-être est-ce que tu peux nous parler, Benjamin, de la création? Comment t'es venue l'idée, cette idée de partir sur un concept de réalité mixte? Alors ça nous est venu, on est 3 cofondateurs, hein, amis et frères, du coup, passionnés de jeux vidéo et de technologie. En 2014, quand Oculus VR a réussi sa campagne de crowdfunding et a sorti l'Oculus Rift, donc on a vu qu'enfin il y allait y avoir des dispositifs d'affichage à la hauteur en fait des objectifs de la réalité virtuelle, va rendre intéressant l'immersion, que ce soit dans des jeux vidéo au départ, en tout cas pour ce qui nous intéressait le plus, mais après ça peut être dans de la vidéo. Seulement on voyait les limitations au tout départ sur les déplacements, et tu parlais tout à l'heure à juste titre de motion sickness, c'est-à-dire que dans les premières expériences en réalité virtuelle, tu te déplaces, et encore hein, dans pas mal d'expériences, dans pas mal de jeux, tu te déplaces en te téléportant, ou alors tu vis des expériences dans lesquelles les déplacements du point de vue du joueur ne correspondent pas du tout à ces déplacements réels. Et cette dissonance cognitive entre le système visuel et le système vestibulaire, donc l'oreille interne, c'est cette dissonance cognitive qui crée le motion sickness, ou la cinétose en français, hein, en gros le mal des transports. Le cerveau manifeste son mal-être par l'envie de vomir. Et donc on s'est dit, pour favoriser l'immersion et supprimer le motion sickness, l'idéal, ce serait de se déplacer réellement dans l'expérience. Donc on en est venu à commencer à poser les bases d'une expérience de free roaming, donc déplacement libre en réalité virtuelle. Et l'idée étant de se dire, nous on aimerait faire un jeu justement compétitif avec de l'engagement physique fort, et donc dans des lieux physiques réels, et s'est posé la question assez rapidement de dire, si on veut que ce soit accessible au plus grand nombre pour que ça devienne une compétition, il faudrait que ce soit dans des lieux répandus, et que le système complet demande des investissements initiaux suffisamment réduits pour que ce soit compatible avec une activité, par exemple, comme l'activité de laser game, un réseau de salles de plus de 300 salles en France, plus de 2000 aux États-Unis. Dans chaque ville, il y a un laser game. Et donc, nous est venue l'idée de développer un système de capture de mouvement et de localisation qui serait compatible avec les labyrinthes de laser game existants. Donc ça, c'est la partie vraiment innovation technologique, la création de ce qu'on appelle les exosuits, ces combinaisons de capture de mouvement, comme on le voit sur la personne à gauche, on va l'équiper de capteurs de mouvement sur chaque membre articulé. Ce qui va nous permettre, sans latence, de reproduire via l'avatar tous les mouvements du corps du joueur. Et donc, on a eu un parti pris de ne pas utiliser d'armes physiques en fait, pour se donner plus de liberté sur le gameplay. Une mitrailleuse, ça limite rapidement ce que vous pouvez créer derrière. Et on est parti sur l'idée d'une interaction basée sur les mouvements du corps par rapport au sentiment sentiment de puissance que ça peut donner, l'engagement physique que cela provoque, hein, vous bougez vos bras en plus de vous déplacer, ce qui fait qu'à la fin d'une session vous êtes vraiment physiquement fatigué, et ça favorise surtout le sentiment de présence en fait, qui est quand même l'objectif principal de la réalité virtuelle, c'est-à-dire donner à l'utilisateur la sensation d'être réellement dans l'environnement virtuel, en donnant au cerveau toutes les informations qui confirment sa présence. Là, par exemple, vous touchez un mur, vous êtes dans l'environnement virtuel, vous touchez un mur, vous sentez réellement un mur derrière, ce qui confirme en fait au cerveau on va dire la pertinence, la cohérence de l'univers dans lequel le joueur évolue. Donc ça c'est vraiment le côté innovation technologique, mais il y a aussi un côté innovation d'usage, hein, puisqu'on peut caractériser les innovations en plusieurs secteurs, c'est pas forcément technologique. Innovation d'usage, c'est que là on offre en fait la possibilité à des lieux qui sont des lieux physiques dans lesquels les expériences, par exemple pour les laser games, se terminaient à la fin de la partie, de prolonger l'expérience en prenant des morceaux de l'écosystème du jeu vidéo qui vont être le streaming, ou le contenu cross-média, et c'est-à-dire ensuite prolonger l'expérience de jeu physique après la partie. Les joueurs vont pouvoir regarder le streaming des parties ou les lives.
Et l'innovation sociale, c'est être sur un lieu physique donc de rencontre qui va être le croisement entre le club de sport, on va dire, classique dans lequel on se rend pour jouer, le bar e-sport dans lequel on se rend pour jouer aussi et boire des coups, avec cet aspect équipe, lieu de rencontre dans lesquels vont se croiser joueurs, amateurs et plus tard joueurs professionnels. Vraiment des lieux dédiés, présents dans chaque ville de taille moyenne. L'aspect aussi important dans le choix d'avoir quelque chose de physique en termes de murs réels dans l'espace de jeu, puisqu'on peut très bien faire du free roaming avec un espace totalement ouvert. On peut le voir sur l'arène à gauche, en photo de gauche, c'était durant l'Occitanie Sport en l'an dernier. Hein. Là, c'est l'événement qui a eu lieu pour le coup en physique l'an dernier, dans lequel on avait créé une arène de 80 mètres carrés pour 4 joueurs qui venaient s'affronter librement là dans l'espace de jeu. Et donc le jeu est retransmis sur les écrans géants que vous voyez au-dessus, enfin les grands écrans disposés au-dessus de l'arène. La combinaison de ces espèces de Lego qui constituent en fait la représentation topographique des murs présents dans le jeu vidéo permettent de donner de la lisibilité aux spectateurs. Vous avez des joueurs qui se déplacent vraiment dans un environnement, vous avez des repères physiques, visuels, des obstacles réellement présents dans le jeu. Évidemment, on ne voit pas ce qu'eux voient directement. Par contre, sur les écrans, sont retransmises les images du jeu et donc tout ce qui est fait autour des effets spéciaux des avatars ainsi que les avatars en déplacement. Donc c'était important pour nous d'être justement sur la capture du corps complet et de rajouter ces éléments physiques en fait dans l'environnement de jeu pour offrir justement quelque chose de spectaculaire puisque s'il n'y a pas d'e-sport, s'il n'y a pas de spectateurs, hein, là l'idée c'est d'avoir de la lisibilité et du spectaculaire puisque vous allez avoir des actions qui se rapprochent des actions que vous allez voir dans un match de handball par exemple, hein, des gens qui se déplacent rapidement, qui vont faire des évitements, des crochets, etc. Tout en ayant les repères visuels des obstacles que les joueurs ont dans le jeu. Donc le concept en fait est actuellement déjà commercialisé en fait depuis décembre dans la salle The Cluster à Montpellier. Donc le nom a été choisi avant la pandémie. Hein. Et donc en fait dans ce concept-là, vous avez une arène de jeu et vous avez un espace bar. Donc dans l'espace bar, les gens vont pouvoir regarder les parties qui se déroulent en live dans l'arène sur les grands écrans. Donc ce qu'on voit évidemment, ce ne sont pas les joueurs réels, ce sont les images du jeu. Donc il y a un système de réalisation automatique intelligent qui permet de choisir les caméras, les angles de caméra et les joueurs suivis. Bon, c'est très inspiré d'Overwatch. Et la possibilité pour les joueurs, une fois qu'ils ont fait leur partie, de regarder le replay de la partie qu'ils viennent de faire dans le bar, en buvant un coup, en échangeant. Donc c'est vraiment pour nous un lieu de rencontre, un lieu de sociabilisation. L'objectif derrière, c'est évidemment de développer le concept en franchise ou en licence, d'ouvrir des salles un peu partout en France et dans le monde, organiser des tournois d'abord locaux, puis régionaux et internationaux pour arriver sur une ligue internationale autour du jeu Protocole 223. Merci, voilà pour moi, Boris. Merci Benjamin pour ta présentation et surtout pour l'originalité du concept, l'énergie que tu y mets, puisqu'on sait ô combien tu mets de l'énergie sur ce projet avec des contraintes techniques, avec des contraintes qu'on connaît sanitaires, avec la partie développement, etc. Et le concept est effectivement particulièrement attrayant. Et de surcroît, les professionnels qui seront sur les tables rondes de l'Occitanie Sport et de la région, donc ce samedi, seront, si ma mémoire est bonne, invités à découvrir ton lieu sur Montpellier, je crois de 14 à 16 ou quelque chose comme ça, ou en tout cas dans l'après-midi. Dans l'après-midi, oui, absolument. Okay. Je vais laisser la parole à Thomas Delfos qui va nous parler d'intelligence artificielle, de big data, de blockchain. Donc on va rentrer sur des choses techniques, informatiques. Et je passe le relais à Thomas. Alors effectivement, je vais mettre ma casquette de responsable de projet chez Atos pour vous parler d'intelligence artificielle, de big data et de blockchain. Je relève le challenge de vous présenter ça en 5 minutes chrono. Donc accrochez-vous bien. L'intelligence artificielle, comme c'est écrit sur les slides, c'est l'ensemble des théories et des techniques mises en œuvre en vue de réaliser les machines capables de simuler l'intelligence.
Les jeux vidéo utilisent depuis de nombreuses années ce concept d'IA. Vous affrontiez déjà une IA lorsque vous jouiez contre l'ordinateur, le CPU, sur les bornes d'arcade par exemple à l'époque, à Street Fighter 2 en 1991, ou alors sur des jeux comme International Superstar Soccer Pro, pour ceux qui s'en souviennent, sur PlayStation en 97. On parlait à l'époque d'un simple moteur de règles. Le machine learning, une autre technologie d'intelligence artificielle, c'est la capacité à donner à la machine, de reproduire un comportement grâce à des algorithmes alimentés par un grand nombre de données. Et le machine learning a révolutionné le monde du jeu vidéo en produisant des environnements toujours plus réalistes pour le joueur, notamment au sein des modes PvE, Player versus Environment. Mais a également fait évoluer l'écosystème de l'e-sport. Et je vais vous donner pêle-mêle quelques usages du machine learning dans l'e-sport. C'est utilisé par les organisateurs de compétitions e-sport, comme nos amis de l'ESL, à des fins marketing, pour mieux connaître leurs fans et anticiper leurs attentes. C'est utilisé par les logiciels anti-triche pour détecter les actes frauduleux lors des parties en ligne. Le machine learning est également utilisé par les diffuseurs comme Twitch pour modérer les chats des influenceurs. On parlera de bots. Ou alors pour personnaliser l'expérience des consommateurs et via la mise en œuvre de moteurs de recommandation basés sur votre expérience de visionnage. Le machine learning est utilisé également par les plateformes d'analyse et de coaching e-sport. On peut citer des plateformes comme Senpai ou OmniCoach qui évaluent les statistiques des joueurs et permettent de suggérer de meilleures stratégies. Elles conseillent les membres de chaque équipe, individuellement ou en groupe, sur la façon d'attaquer, d'évoluer dans le jeu, d'attaquer, de défendre. Elles montrent comment les approches alternatives peuvent augmenter ou réduire les chances de gagner sur des jeux aussi différents que League of Legends, Dota 2, CSGO, Valorant, Overwatch. Donc on est vraiment sur un panel, sur une line-up de jeux complètement différents. Et enfin, le deep learning, c'est un dérivé du machine learning, est également utilisé par les constructeurs de matériel informatique, comme NVIDIA, et Stéphane le présentera peut-être tout à l'heure, pour optimiser la qualité d'image tout en proposant d'excellents niveaux de performance. Tu peux passer. Encore. Voilà. Le big data. Il y a une dépendance entre l'essor de l'intelligence artificielle et celui du big data. Plus les données sont nombreuses et représentatives des concepts à apprendre, plus les applications de l'intelligence artificielle sont abouties. Le big data, ça représente toutes les techniques de collecte, de recherche, de partage, de stockage, d'analyse et de représentation des données massives. La vidéo que vous voyez ci-dessous, c'est l'éditeur de jeux vidéo Epic Games qui aujourd'hui utilise l'ensemble des services et produits du cloud Amazon, les services AWS, dans le cadre de l'exploitation du jeu Fortnite. Et là, c'était dans le cadre d'une conférence AWS en 2018. On parle ici de traiter 92 millions d'événements par minute et de stocker 2 pétaoctets de données supplémentaires tous les mois. 2 pétaoctets, ça représente, c'est l'équivalent théorique de la capacité de stockage d'un cerveau humain, soit 2 milliards de gigas, je crois, un truc comme ça. Il est intéressant de noter sur cet exemple qu'Amazon, lors des campagnes de tests de performance, utilise le jeu Fortnite pour tester la résilience de son système, de l'ensemble de son système cloud, en enlevant toute limitation d'usage, ce qui est assez exceptionnel. Il existe également des services comme Pandascore, qui proposent d'accéder aux données des parties et compétitions e-sport au travers d'API, qui sont des interfaces de programmation d'applications, pour des usages multiples, comme on l'a vu tout à l'heure avec Senpai, ou des offres d'assistants virtuels ou de coaching virtuel. Ça peut proposer également des statistiques et des tableaux de bord sur l'utilisation des jeux. Je peux passer sur la 3e slide, et la technologie blockchain. La blockchain, c'est une technologie de stockage et de transmission d'informations transparente, sécurisée et fonctionnant sans organe central de contrôle. Une blockchain, ça peut être assimilé à un grand livre comptable, anonyme et infalsifiable. Le premier usage, et je pense que celui-là vous le connaissez tous, c'est le Bitcoin. Ce réseau, comme il se définit, ce réseau de paiement est une nouvelle forme d'argent. La blockchain n'est pas limitée à un usage monétaire, mais elle peut s'appliquer de tout autre domaine. Par exemple, le domaine de la santé, avec l'exemple du registre patient distribué, ou de la grande distribution,
c'est l'entreprise Walmart qui, aux États-Unis, assure la traçabilité alimentaire avec une blockchain. Dans le cadre de l'e-sport, le premier exemple, ça a été fait en 2019, où la United Masters League a été la première compétition sur Counter-Strike Global Offensive à offrir à ses participants une récompense de 150 000 $, uniquement en crypto-monnaie Unicoin Gold. Et ces plateformes, comme Unicoin Gold, ou alors First Blood, c'est des plateformes qui permettent aux joueurs, ou alors, je dirais plutôt, permettaient pour la partie Unicoin Gold, qui a été très récemment pénalisée par l'autorité américaine de réglementation et de contrôle des marchés financiers, la SEC, de parier des jetons numériques sur leur propre partie, les équipes et les joueurs professionnels, les matchs ou les tournois. Donc c'est un système de paris en ligne en monnaie virtuelle. Et on trouve déjà de nombreux paris ouverts aujourd'hui sur des jeux sur League of Legends, sur CSGO, sur Dota 2, sur Apex, sur Call of Duty, Warzone, sur FIFA, sur Fortnite, sur Hearthstone, etc., etc. On peut même parier sur le résultat des streamers en live. J'ai déjà vu le cas, entre autres sur le jeu PlayerUnknown's Battlegrounds. Dans notre hexagone, tout récemment, c'est Ubisoft qui en janvier 2020 s'est associé à Ultra. Ultra, c'est une plateforme de distribution de jeux nouvelle génération qui, grâce à sa blockchain qui s'appelle UOS, offre de nouvelles possibilités aux développeurs et aux gamers. Son objectif, c'est de proposer de nombreuses possibilités aux acteurs e-sport, comme l'utilisation de contrats intelligents sécurisés et automatiques pour les gains des tournois, une facilité d'antifraude, parce que la blockchain, par définition, c'est transparent. Donc, une facilité d'antifraude pour le versement des salaires des joueurs, et tout ce qui est et aussi pour l'argent des parrainages. Tout ce qui est paiement in-game, gestion des collectionnables, les skins, donc pour assurer la traçabilité de tout ça. Le frein à son déploiement, c'est que la plupart des acteurs e-sport, comme les acteurs traditionnels, ils préfèrent garder jusque-là leur distance par rapport à la blockchain. Faute de clarté sur la réglementation, et l'exemple d'Unicoin Gold le démontre, c'est que les autorités et la réglementation des marchés peuvent venir du jour au lendemain et vous dire vous n'avez pas respecté, vous me devez 6 milliards de dollars parce que vous n'avez pas respecté les règles. Et je terminerai mon intervention pour vous dire que l'ensemble des technologies que l'on vient de citer, c'est celles qu'Atos utilise quotidiennement. Alors pas dans le domaine de l'e-sport, mais pour nos grands comptes, dans les domaines de l'aéronautique, de l'automobile, de l'énergie, de la santé et de la défense, etc. etc., etc. Et plus particulièrement mon entité Atos Big Data. Donc l'univers, et c'est là qu'on voit que l'univers, en tout cas informatique traditionnel, est quand même très proche de l'univers des technologies utilisées dans l'e-sport. Merci Thomas pour ton intervention sur l'intelligence artificielle, blockchain, big data, qui sont effectivement, il y a un côté assez technique, mais il y a des enjeux. Il y a beaucoup de startups qui se développent dans ces écosystèmes-là. Il y a un côté très concurrentiel, notamment dans les paris sportifs, qui sont aujourd'hui pas autorisés sur le marché français, mais qui le sont dans certains pays. Et il y a tout un écosystème lié à l'innovation sur les technologies que tu viens de citer, qui se développe à vive allure, on va dire, avec des investissements qui sont souvent assez conséquents pour être le leader, même si la concurrence est clairement avérée. Je vais laisser la main à Stéphane Quentin de chez NVIDIA. Est-ce que Stéphane, tu peux te présenter rapidement ton job et puis nous parler un petit peu d'NVIDIA, de vos innovations? Et donc moi je suis Stéphane Quentin, ça fait maintenant une vingtaine d'années que je travaille pour NVIDIA. Je connais parfaitement le monde de l'e-sport puisque moi-même je suis un joueur PC historique. J'ai commencé avec les LAN Arena, j'ai vu l'e-sport exploser grâce à l'arrivée d'Internet. Donc j'ai vu toute l'explosion que ça a pu représenter. Et donc pour NVIDIA, je m'occupe de la communication en francophonie. Voilà, donc on a une semaine, enfin ça fait 2 semaines qu'on est très très chargé au niveau agenda, puisque peut-être que vous l'avez suivi, mais on vient de lancer notre nouvelle génération de GeForce, les RTX série 3000. Pour l'instant la 3080 et la 3070, qui sont des cartes assez exceptionnelles justement pour l'e-sport. Et dans le domaine, je voulais rebondir un peu sur ce que Thomas a dit sur l'intelligence artificielle, puisque NVIDIA et l'intelligence artificielle, NVIDIA, il faut bien comprendre que c'est à la fois une société qui est née
du jeu vidéo, de la 3D professionnelle, du high performance computing dans les années 2005-2010 et enfin de l'intelligence artificielle qui a explosé dans les années 2010. Et il y a une raison fondamentale, c'est que notre savoir-faire, qu'on appelle donc le GPU, est un processeur qui est un processeur massivement parallèle. Son rôle principal, c'était de calculer des pixels à l'écran. Et l'intelligence artificielle est très gourmand, notamment le deep learning et le machine learning, est très gourmand de ce type de calcul. Et NVIDIA aujourd'hui est leader aussi dans le monde de l'apprentissage et de la diffusion de l'intelligence artificielle. Donc tous les domaines que Thomas a évoqués tout à l'heure sont souvent, voire très souvent, fonctionnent grâce à des GPU NVIDIA. Dans le domaine de l'e-sport, qui donc est pour NVIDIA la vitrine du monde du jeu vidéo, là on a un slide relativement simple qui représente l'impact que peut avoir l'e-sport maintenant à l'échelle mondiale, puisque on a plus de 500 millions de personnes qui regardent des matchs e-sport à travers le monde. On a plus de 100 millions de joueurs de League of Legends. Là, c'est un slide américain, donc on parle de la NASCAR, mais avec le confinement, on a vu aussi exploser le fait que les gens participaient à des tournois de chez eux, de Formule 1 ou des choses comme ça. Et il faut savoir que 75% des joueurs sur GeForce, enfin 75% des joueurs sur PC GeForce aujourd'hui font de l'e-sport. Et donc, l'e-sport pour NVIDIA, c'est aussi, ça fait partie de notre ADN, puisque la réalité, c'est qu'aujourd'hui, pour un e-sportif, NVIDIA, c'est un peu l'équipementier du sportif, c'est-à-dire que c'est nous qui allons lui donner les capacités de pouvoir vaincre sur le terrain, c'est-à-dire que l'ennemi de l'e-sportif, il a deux noms, c'est les FPS bas et la latence. Et ces deux domaines, là où on intervient sur l'aspect visuel, le nombre de FPS, pour vous donner une idée, aujourd'hui, la compétition à haut niveau, on joue sur des écrans à 240 images par seconde, loin de souvent des écrans qu'on peut avoir à la maison qui sont des écrans de 60 images par seconde. Et aujourd'hui, on a même des écrans à 360 images par seconde, puisqu'en fait, ce nombre de FPS va garantir une réactivité parfaite pour le joueur e-sportif. Donc pour atteindre un tel niveau de performance dans les jeux vidéo, Thomas l'a un peu évoqué tout à l'heure, on a développé, du fait de notre double casquette, créer de la 3D et intelligence artificielle, une technologie qu'on appelle donc le DLSS, qu'on appelle le Deep Learning Super Sampling. Super Sampling qui fait à la fois référence au fait que c'est une sorte d'anti-aliasing, donc c'est quelque chose qui touche l'image du jeu, et Deep Learning pour le fait que ça soit effectivement raccordé à l'intelligence artificielle. Et concrètement, qu'est-ce que c'est? C'est que maintenant, depuis 4 ans, 5 ans, on s'est aperçu qu'une intelligence artificielle pouvait créer des pixels plus rapidement que le fait de le rendre nativement. C'est un peu technique, mais imaginez que vous avez un jeu que vous voulez faire tourner en 4K aujourd'hui, et que pour ce jeu aujourd'hui, pour le faire tourner sur un PC, il faille une puissance, un certain niveau de puissance pour atteindre 60 images par seconde. On s'est aperçu que le fait de le faire tourner par exemple juste en Full HD, donc en 1080p, et d'appliquer un réseau d'intelligence artificielle type DLSS, on va gagner jusqu'à 2 fois la performance tout en ayant une image de meilleure qualité. Et ça, c'est la révolution en fait dans le domaine du jeu vidéo et de la puissance de calcul pour créer ces images. C'est que le Deep Learning Super Sampling, cette intelligence artificielle qui va générer les images à partir d'une image en plus basse résolution, donc on appelle ça un upscaler, mais à la grande différence avec les anciens upscalers, c'est que l'image finale et de meilleure qualité que si l'image avait été rendue nativement, est en train de révolutionner un peu tout le monde du rendu 3D. Donc on a des exemples
plus bel exemple, c'est donc celui de Fortnite qui a été lancé la semaine dernière avec donc le support du ray tracing et du DLSS. Et donc les joueurs sur Fortnite aujourd'hui peuvent accéder à des niveaux de fréquence d'image qui dépassent les 360 images par seconde grâce à cette technologie de DLSS. Donc ça, c'était l'aparté par rapport à Thomas sur l'impact de l'intelligence artificielle dans les jeux vidéo, qui est là vraiment un impact massif parce que c'est vraiment la performance au niveau du jeu lui-même. Et puis après, il y a d'autres technologies que nous avons annoncées la semaine dernière sur la nouvelle génération de cartes. Alors, Boris, je vais te demander juste, voilà. Une technologie extrêmement importante. Donc, on a vu le deep learning super sampling qui permettait d'avoir un nombre de FPS beaucoup plus élevé que les anciennes méthodes. Mais il y a une nouvelle technologie ici dans l'e-sport, il y a le nombre de FPS et il y a une autre problématique, c'est la latence. La latence, c'est le moment où c'est le temps que va mettre l'ordinateur à répondre au moment où vous allez cliquer sur la souris et voir effectivement une action à l'écran. Et aujourd'hui, en moyenne, on a une latence d'environ 20-25 millisecondes. Et les sportifs de haut niveau dans l'e-sport se battent quotidiennement contre la latence, puisqu'il faut savoir que diminuer cette latence permet en fait de gagner des matchs. Et donc, c'est une vraie problématique technologique. Et donc, la semaine, donc il y a 2 semaines, on a lancé ce qu'on appelle Reflex. Reflex, donc, qui est un SDK. Donc, un SDK, c'est un outil de développement pour les développeurs de jeux. Donc, exclusivement les jeux compétitifs. On voit la liste sur la gauche, hein, c'est la majorité des gros jeux. Donc, que ce soit Apex, Fortnite, Valorant, Call of Duty ou Destiny. En fait, ça va permettre de diminuer la latence au sein même des moteurs de jeu. Alors, je vous passe les détails du render queue, comment ça fonctionne et ainsi de suite. Mais en fait, ça montre aussi la volonté de NVIDIA de permettre à tous les joueurs d'avoir le meilleur équipement possible pour l'e-sport. On va même plus loin puisque je vous parlais des écrans à 360 Hz, donc ces écrans qui sont capables d'afficher 360 images par seconde, cette nouvelle génération d'écrans qui est en fait, on a même intégré dans ces écrans-là un capteur de latence qui va analyser à tout moment la latence. Donc là, on va descendre je vous parlais de 20-25 millisecondes à une latence de 12-15 millisecondes et cette baisse de la latence va permettre aux joueurs d'être plus compétitifs. Donc effectivement, ces nouveaux écrans qui vont être distribués par tous nos partenaires avec ce qu'on appelle les NVIDIA G-Sync avec les analyseurs de latence vont être intégrés. Ensuite, on a effectivement d'autres outils qui permettent aux joueurs d'analyser leur système de façon régulière. C'est ce qu'on appelle le Performance Tool qui est maintenant intégré dans nos drivers. Donc à tout moment, on peut voir comment la carte se comporte, comment la machine se comporte, quel est le nombre de FPS, quelle est la latence affichée et ainsi de suite. Donc ça, c'est les technologies qui sont vraiment au cœur de ce que fait NVIDIA auprès des développeurs de jeux e-sportifs. Et il y a encore d'autres choses. On a en général, les joueurs e-sport sont aussi des streamers. Il faut savoir qu'ils s'entraînent à la maison, ils sont en équipe, ils s'entraînent dans des endroits particuliers. Et on a aussi dévoilé une solution qu'on appelle NVIDIA Broadcast. NVIDIA Broadcast, c'est un outil qui va permettre en fait de s'intégrer directement dans tous vos outils de stream et qui va en fait à la fois permettre, quand vous parlez d'annihiler, d'enlever tous les bruits ambiants, encore une fois grâce à l'aide de l'intelligence artificielle, c'est ce qu'on appelle RTX Voice. RTX Voice, c'est un outil qui permet d'analyser, par exemple, autour de vous, vous pourriez, là, pendant cette conférence, avoir des bruits extérieurs à côté de vous. RTX Voice va complètement les arrêter et c'est vraiment une technologie extrêmement impressionnante puisque, je ne sais pas si certains d'entre vous ont pu le voir sur YouTube, il y en a qui sont amusés avec des sèche-cheveux, des ventilateurs à côté du micro et on pouvait, il ne se passait rien pendant la discussion. Donc c'est vraiment quelque chose d'extrêmement puissant, ça montre la puissance de l'intelligence artificielle qui est capable d'analyser en temps réel votre voix. On a également aussi donc dans RTX, dans Broadcast, donc la voix, la vidéo. En fait, la vidéo, ça va extrêmement loin puisque on peut maintenant
directement s'intégrer soi-même dans son jeu en surimpression avec un détourage parfait, quelles que soient les conditions de jeu. Donc, on peut très bien streamer très facilement en ayant effectivement un détourage extrêmement bien fait grâce à l'intelligence artificielle. Et donc ça, ce sont toutes ces technologies qu'on inclut dans toutes les GeForce. Alors là, on a lancé la nouvelle génération, mais certaines de ces technologies sont rétrocompatibles avec les générations précédentes. Et ça montre l'impact de NVIDIA dans l'e-sport, parce que tout à l'heure, on a vu des présentations aussi sur la réalité virtuelle. Il faut savoir que la réalité virtuelle, tous les casques de VR extrêmement rapides ont besoin d'une fréquence de rafraîchissement de 2 écrans d'au moins 90 Hz, que ce soit le HTC Vive ou l'Oculus. Et c'est là où NVIDIA intervient avec des composants, des GPU extrêmement puissants qui permettent à la fois aux créateurs de proposer des jeux de plus en plus puissants. Merci Stéphane pour ton intervention et sur toutes ces innovations proposées par NVIDIA. Effectivement, la recherche de la performance, les problématiques de latence, de lag sont quand même au cœur de l'e-sport sur la réactivité. On n'a pas abordé la notion de cloud computing. Enfin, il y a pas mal de choses à dire aussi sur l'utilisation déportée, on va dire, d'infrastructures technologiques qui sont passées par donc un ordinateur en tant que tel. Je vais enchaîner sur une autre thématique, celle des lieux de pratique qui aujourd'hui fleurissent un petit peu à travers le monde. On va vous faire assez rapidement un petit tour d'horizon, en tout cas des typologies de lieux. Je vous parlerai en premier plan d'un projet qui verra le jour sur Toulouse qui s'appelle Icon Arena, dont l'objet est de permettre, sur la thématique du jeu vidéo et de l'e-sport, de créer un écosystème, notamment un écosystème intergénérationnel, dans lequel un certain nombre de personnes pourront se rencontrer, aussi bien des familles, aussi bien des start-upers, des étudiants qui pourront venir à la fois pratiquer, donc avec un côté loisir, sur un centre de réalité virtuelle, réalité augmentée, course de drone, etc., que sur un côté plus business avec un incubateur, avec des espaces de coworking, avec du co-living également, avec de la restauration, avec des escape games. Et donc, c'est une génération de lieux physiques qui est en train de se développer sur Toulouse, mais il y a aussi d'autres lieux à travers le monde qui commencent à fleurir et qui ne sont pas forcément centrés sur la pratique du jeu vidéo avec uniquement une arena, mais avec un écosystème en fait qui va permettre d'accueillir différentes typologies de profils. Dans Icon Arena, vous aurez une petite salle, une arène compétitive pour faire des show-matchs, pour faire venir des influenceurs et pour organiser quelques compétitions. Et donc, voilà, l'objectif, c'est de faire en sorte que tout le monde se retrouve dans un même lieu, que ce soit en famille, en tant que passionné, en tant qu'amateur, en tant que professionnel, et puis venir s'entraîner aussi avec des espaces dédiés donc, pour les équipes professionnelles. Donc, projet qui verra le jour normalement fin 2023, début 2024, du côté de Toulouse. Je passe la main sur une autre typologie de lieux physiques, des centres d'entraînement, notamment portés par des équipes professionnelles. Et donc, je laisse Arnaud Moulet, donc le fondateur, le CEO de la team GameWard, déjà se présenter rapidement et puis nous parler un petit peu de son super projet avec la ville de Boulogne-Billancourt. Merci Boris et bonsoir à toutes et à tous. Merci de participer à ce webinaire. Tout à fait. Alors, en ce qui me concerne, je suis le cofondateur de la société Sigma eSport qui possède le club eSport GameWard. Nous sommes deux associés principaux, David Laniel pour certains qui doivent peut-être le connaître, et en ce qui me concerne, donc Arnaud Moulet. Première partie, donc rapide introduction de qui on est et qu'est-ce qu'on fait. Donc déjà, on est un club sous forme de société. Ça, c'est important de le préciser. On a un peu moins d'une dizaine de clubs professionnels en qualité de société en France, pour plus d'une soixantaine de clubs associatifs, pour certains qui sont extrêmement bien structurés. On est présent sur 5 licences, à savoir LoL, Fortnite, Trackmania, Teamfight Tactics et tout dernièrement NBA 2K, la simulation de jeux de basket. En fonction des jeux où on se positionne, on est entre un niveau top national, top Europe, jusqu'à un niveau top monde, étant donné qu'on a remporté la Zerator Cup, la fameuse Zerator Cup sur Trackmania il y a quelques semaines.
On est installé et implanté à Boulogne-Billancourt. Je reviendrai plus précisément sur qu'est-ce qu'on fait à Boulogne-Billancourt et qu'est-ce qu'on fait avec la ville, la collectivité territoriale. On a la chance d'avoir Julien Beneteau, ancien tennisman professionnel et champion du monde de Fed Cup sur l'année 2019 en qualité de directeur sportif. Et donc, Julien encadre tout ce qu'on appelle l'écosystème de performance chez nous. Donc, c'est quoi un écosystème de performance ou une équipe de performance? Ce sont divers spécialistes, en l'occurrence chez nous, un posturologue ostéopathe, un diététicien nutritionniste, un coach mental, un coach sportif qui sont au service de nos joueurs. Nos joueurs, on les considère comme de véritables athlètes. Alors, je ne rentre pas du tout dans le débat, est-ce que l'e-sport est du sport? Ce n'est pas du tout le sujet. Le fait est que chez GameWard, nos joueurs professionnels, donc on a une vingtaine de joueurs professionnels sous contrat qui vivent de ce métier, qui sont logés et nourris également, sont des athlètes de haut niveau. Et donc, il faut tout un écosystème de performance autour d'eux. Au-delà de l'entraînement e-sportif et technique sur le jeu, il faut leur permettre d'être dans les meilleures conditions pour se développer d'un point de vue performance, mais également humainement, etc. On a une signature de marque qui s'appelle Face Everything. Voilà, on peut la traduire littéralement. L'idée, c'est d'inciter chacun à toujours se dépasser. Et on a une mascotte, Guardian, qui est sur cette slide d'ailleurs en face de Julien Beneteau. Une autre particularité en tant que club e-sport pour GameWard, c'est qu'on est donc très lié au milieu du sport pour diverses raisons. Déjà par notre approche du marché, l'écosystème de l'e-sport est extrêmement proche de celui du sport. Quelque part, l'e-sport, c'est un peu la rencontre du milieu professionnel sportif et du jeu vidéo. Et de par notre vision intrinsèque en fait, de la pratique. Entre autres par ce que je viens de présenter, à savoir l'écosystème de performance. On peut passer à la slide suivante. Merci Boris. Donc sur le centre d'entraînement plus particulièrement, donc la GameWard House. Alors je tiens à préciser que ce n'est pas une gaming house comme on l'entend. La gaming house, c'est un peu le schéma qui faisait foi et qui fait encore foi donc au sein de pas mal d'équipes, à savoir que les joueurs vivent et s'entraînent dans le même lieu. Nous, on a opté pour un autre modèle, à savoir qu'on a notre training center, donc la GameWard House. Le nom peut porter à confusion avec gaming house, je le reconnais. Où les joueurs s'entraînent en fait et après ils rentrent chez eux. On les loge dans des maisons et des appartements proches pour qu'il y ait une déconnexion entre là je suis au travail et là je suis à la maison. Voilà, c'est notre avis sur comment on a voulu construire le club. Donc, vous avez quelques photos du centre d'entraînement. Qu'est-ce qu'on retrouve dans un centre d'entraînement, enfin du moins chez nous? Donc on a une grande pièce de vie, c'est la photo en haut à gauche, où l'idée c'est de tous partager des moments où on mange tous ensemble, voilà, et de créer aussi une cohésion entre les différentes équipes et également tout le staff, les fonctions support. On a une dizaine de collaborateurs, hormis le staff encadrant des joueurs, dont plus de la moitié sont sur des missions et des fonctions de communication et de marketing, parce que tout ce qui est image de marque et storytelling, c'est extrêmement important dans l'e-sport. Mais on a également des installations sportives pour les séances de sport et notre studio de production audiovisuelle, entre autres, pour justement créer tout le contenu autour de nos joueurs et de nos équipes. Voilà, puis après, on a tous les espaces qu'on peut imaginer avec les salles d'entraînement e-sportives. Donc, nous, on a décidé d'avoir une salle par équipe qui est personnalisée pour chaque équipe avec des spécificités par salle pour nos différents joueurs. Donc, voilà, tout ça, ça représente plus de 600 mètres carrés. Et si on peut passer à la slide d'après. Merci Boris. Qu'est-ce qu'on fait à Boulogne-Billancourt exactement? Alors, la première chose, si la question se pose, on n'a pas de subvention de la ville, mais on a plusieurs conventions en cours avec la ville. C'est un sponsor maillot, déjà. Mais pourquoi la ville a voulu s'associer à GameWard, un club e-sport professionnel? Pour plusieurs raisons. Déjà, Boulogne se positionne sur le sport de haut niveau et il considère l'e-sport, en l'occurrence, comme l'e-sport comme du sport. Donc ça, c'est leur point de vue, hein. Que je partage très bien parce qu'effectivement, on a fait un partenariat avec leur équipe de basket pro qui s'appelle les Metropolitans. On a fait un co-branding sur cette fameuse équipe de NBA 2K. Mais au-delà de l'intérêt d'être adossé à une équipe professionnelle pro, c'est surtout pour notre expertise dans l'encadrement de la pratique auprès des jeunes de la ville de Boulogne et des moins jeunes, parce qu'on n'est pas sans savoir qu'il y a une fracture générationnelle parfois au sein des foyers entre les parents et les jeunes qui pratiquent le jeu vidéo. On peut parler surtout de Fortnite qui touche une cible massive, mais surtout particulièrement plus jeune, par exemple en comparaison à un jeu comme Counter-Strike ou League of Legends. Et donc, on les a accompagnés dans la mise en place d'un centre e-sport amateur
qui est géré directement par la ville. On les accompagne bien sûr dans cette gestion, où on a mis en place un programme d'accompagnement de la découverte et de l'encadrement de la pratique e-sport avec des sessions d'e-sport donc encadrées et des sessions de sport. Voilà, l'idée, c'est d'allier un peu le sport et l'e-sport. Pour aller un tout petit peu plus loin, j'ai bientôt terminé sur cette partie. En fait, l'idée, c'est que la pratique amateur, elle ne doit jamais venir au détriment de la scolarité, de l'hygiène de vie, d'une bonne alimentation, d'une pratique sportive, etc. Il faut vraiment faire le distinguo entre un joueur professionnel et un joueur amateur qui pratique, voilà. Mais en même temps, il faut pouvoir donner une chance aux jeunes qui ont un talent. Et donc, dans cette idée-là, c'est d'aller plus loin et de permettre à des jeunes talents d'essayer de devenir joueurs pro sans les priver d'un bagage universitaire, enfin du moins scolaire déjà, et universitaire par la suite. Voilà, c'est ce qu'on est en train de mettre en place avec la ville de Boulogne-Billancourt. Merci Arnaud. Du coup, j'en profite. Est-ce que tu parlais de la formation de la partie universitaire? Vous avez des liens forts avec une université, une école en particulier, par rapport à des programmes qui peuvent être proposés à vos joueurs pros dans une optique, par exemple, de reconversion après leur carrière? Comment vous arrivez à gérer, on va dire, à mixer le côté études, en quelque sorte, anticiper la reconversion et la pratique que vous avez dans votre centre? Alors, dans le Gameward House. Oui, tout à fait. Alors, pour aller un tout petit peu plus loin, l'idée, c'est de lancer un centre de formation, mais c'est de ne pas le lancer n'importe comment, parce qu'on a une vraie responsabilité à partir du moment où on se présente comme organisme de formation et qui va accompagner les jeunes dans leur vie professionnelle, mais également, enfin future professionnelle également après l'e-sport, parce qu'on sait que les carrières de joueurs e-sportifs sont extrêmement courtes et la reconversion n'est pas aussi facile que dans le sport ou d'autres milieux. Donc, on a une vraie responsabilité. Et dans un premier temps, ça serait donc de trouver un programme adapté pour des joueurs qui seraient donc dans ce centre de formation avant de l'appliquer à nos joueurs pros. Voilà, on fait vraiment le distinguo entre les deux niveaux. Et donc, on n'a pas de contact à ce jour. On a une shortlist d'universités et d'écoles. Mais avant de s'attaquer aux études supérieures, on veut d'abord mettre en place pour le lycée. Et à savoir que là, donc, il faut se rapprocher de la région ou du département pour ce type de projet. On est en très bonne relation avec les différentes collectivités territoriales aux différents échelons en Île-de-France pour cette mise en place. Et l'idée, c'est effectivement de faire un programme adapté. Donc, le même programme, mais avec un planning complètement adapté à la pratique de l'e-sport et à la pratique semi-pro / professionnelle. Ok, top. Merci. J'enchaîne rapidement sur deux autres typologies de lieux qui permettent la pratique de l'e-sport. Je parlerai des complexes sportifs, donc des enceintes qui sont déjà existantes, sur lesquelles vous avez la pratique de sport traditionnel de type football, de type baseball, rugby ou autre. Deux exemples très rapidement. Un en Nouvelle-Zélande, l'Eden Park, qui a développé à l'intérieur un espace dédié à la performance, donc l'Eden Park eSports High Performance Center. Donc l'objectif, c'est de permettre à la team des Direwolves de pouvoir venir physiquement, s'entraîner, participer, mais aussi rencontrer l'écosystème qu'il peut y avoir sur place, donc mêler le côté sport et e-sport que Arnaud évoquait notamment juste avant. Donc là, on a une infrastructure existante, un complexe sportif qui cherche à développer des activités et se rapprocher de l'e-sport à travers la création d'un centre de performance. On le voit dans pas mal de sports américains, notamment en NBA, où vous avez des équipements sportifs qui sont mis à disposition des équipes e-sport. Alors le cas de NBA 2K est particulièrement intéressant parce que vous avez autant de mémoire d'équipes sur ce jeu, donc jeu de basket, que d'équipes représentées dans les franchises de NBA. Et très souvent, les joueurs de jeux vidéo donc, vont s'entraîner physiquement dans les centres de performance, dans les salles de muscu, dans les centres dédiés
aux joueurs professionnels, et ça permet de créer à la fois du relationnel, du social, mais de mutualiser aussi les infrastructures. Vous avez un autre exemple qui vient de sortir il n'y a pas très longtemps, le Shanghai Pudong Football Stadium, qui a pour objectif, donc vous avez un peu plus de 33 000 places, qui doit, ou qui devait, on ne sait pas trop, accueillir les finales de League of Legends donc, fin octobre, et qui a également intégré des équipements dédiés à la pratique de l'e-sport. Donc c'est à la base un complexe sportif entre guillemets traditionnel, mais qui a réfléchi dans sa construction, puisqu'il est relativement récent, à intégrer la pratique de l'e-sport au niveau de l'organisation, notamment d'événements, aussi bien parce que le toit peut se recouvrir, mais aussi dans les loges, dans les coursiers. Enfin, les arénas qui sont dédiés, donc vous avez des arénas e-sport, donc vous avez des grosses structures, notamment Allied eSport sur le marché américain, qui a fait à Los Angeles, dans l'hôtel Luxor, le HyperX eSports Arena. Donc vous avez énormément de compétitions. Donc là, on a plus une infrastructure avec des ordinateurs un peu en enfilade, un peu comme dans des LAN parties. Donc on a un côté amateur, on a un côté professionnel, il y a une programmation, il y a des influenceurs qui viennent. Et donc on va dans ce centre dédié e-sport pour soit jouer, soit pouvoir participer en tant que spectateur donc à des événements. Vous avez une énorme poussée de cet écosystème-là sur le marché chinois, avec notamment un éditeur qui s'appelle NetEase et qui, sur Shanghai, va sortir pour 2025 l'eSports Experience Center, qui va, sur 36 000 m², prévoir une programmation de 350 événements e-sport par an, donc c'est-à-dire un événement e-sport par jour, et qui va être dimensionné pour pouvoir recevoir un certain nombre d'événements internationaux. Donc la Chine est en train de mettre en place des standards, donc vous avez des standards d'aréna, de complexes e-sportifs, avec un minimum de places à respecter au niveau des places assises, avec un certain nombre de contraintes. Donc la Chine accélère de façon très très claire les lieux physiques pour pouvoir pratiquer, mais aussi pour pouvoir imaginer des événements, donc avec essentiellement une orientation e-sport. Évidemment, on se doute que dans certains lieux, il ne va pas y avoir que de l'e-sport. Il y aura probablement une programmation de type culturel, musical ou autre. Mais c'est vraiment des conceptions focus, donc pratiques, de spectacle au sein d'Arena. Et je termine sur une récente Arena en Turquie qui s'appelle le Ininal eSports Arena à Istanbul, de 1600 places, et qui propose une infrastructure où on peut jouer jusqu'à 100 joueurs sur la scène, sur la même scène. Donc vous avez 100 joueurs qui peuvent être globalement sur la scène et qui peuvent s'affronter. Donc il n'y a pas de contrainte géographique particulière. Après, il y a une affinité culturelle aux jeux vidéo qui fait que certains pays se développent plus vite dans cette orientation, on va dire, de pratique de l'e-sport, soit sur des endroits physiques intergénérationnels, comme c'est le cas d'Icon Arena sur Toulouse, soit des équipes qui vont monter leur propre centre, c'est le cas de la team GameWard et d'un certain nombre d'équipes professionnelles en France et à l'international. Vous avez la possibilité d'avoir des reconversions, et c'est des gros enjeux pour le sport traditionnel, de mutualiser les infrastructures et de générer plus de trafic, et qui plus est en période de Covid ou post-Covid. Donc il y a des vraies réflexions de stadiums connectés couplés à la partie e-sport. Et enfin, vous avez donc les arénas e-sport qui sont dédiées cette fois-ci quasiment exclusivement à la pratique ou au spectacle de l'e-sport. Je passe la main sur du coup ce côté expérience, ce côté effet d'expérience qu'on retrouve dans un certain nombre de lieux, à Vincent Jouglard, qui va rapidement se présenter, qui va nous expliquer un petit peu son concept de Gamify, et quelles sont les innovations et qu'est-ce que ça peut nous apporter. Absolument, merci Brice. Bonsoir à tous, merci d'être aussi attentifs à tout ce qu'on raconte, c'est super sympa. Donc Vincent, cofondateur chez Gamify eSport. En fait, on a fondé ça il y a quelques années avec Antoine Grimont, que peut-être certains d'entre vous connaissent. Et en fait, on est des fans de sport et d'e-sport, des deux. Et en fait, on consomme beaucoup de l'e-sport alors je pense que vous connaissez, bon, on va faire un petit passage dessus sur ce qu'on appelle le streaming. Donc comment est-ce qu'on va venir consommer de l'e-sport en ligne, principalement sur des plateformes comme Twitch ou du YouTube Live, du Facebook Live, Feu Mixer aussi, donc qui était poussé par Microsoft à l'époque. Donc voilà, l'e-sport est beaucoup né de gens qui se filmaient en train de jouer aux jeux vidéo, qui sont ensuite devenus des performeurs, des athlètes de haut niveau, des équipes de très très haut niveau comme
comme GameWorld. Et donc, voilà, nous, on regardait tout ça et on s'est posé la question avec Antoine, comment est-ce qu'on pouvait rendre ça plus vivant, plus interactif, et donc comment est-ce qu'on pouvait créer des solutions qui viennent améliorer l'expérience de spectateur. Donc, avec Antoine, on est des techs, on est des devs, et donc on s'est attelé à la tâche de développer ces solutions-là. Ce qu'on peut voir là sur la slide en haut à gauche, on a un petit exemple de comment est-ce qu'on vient afficher un petit encart qui vient sur une diffusion sur Twitch. Donc là, en fait, on est sur un événement qui est caritatif, qui est organisé par une agence, une grosse agence. Et donc nous, c'est comment est-ce qu'on vient créer de l'interactivité entre les gens qui regardent et ce qui se passe à l'écran. Et donc on a ce petit encart qui s'affiche, qui permet en fait aux gens de répondre à des questions qu'on leur pose. On peut pousser plein de choses dans ces petits encarts. On peut, si on est sur une compétition, pousser de la statistique sur le match qui est en train de se passer, sur les joueurs. On peut demander à des gens de voter pour leur joueur préféré aussi, par exemple. Et donc à ce moment-là, on aura une petite barre qui va s'afficher et qui va croître en fait au fur et à mesure des votes des gens. Donc voilà, c'est comment est-ce qu'on vient créer cette interactivité entre quelque chose qui se passe sur un écran et le spectateur qui est en train de regarder. Quand on a lancé ça, le Covid n'existait pas encore, et donc en fait on a fait sauter quelques verrous technologiques, on a développé la techno pour réussir à mettre ça dans des arènes. Par exemple, celle dont Boris était en train de parler juste avant. Justement, comment est-ce qu'on vient créer des expériences premium sur des lieux physiques. Et donc là, c'est l'exemple qu'on voit sur la slide sur la droite. C'est comment est-ce qu'on vient dans un écran géant insérer un petit encart, et les gens peuvent ensuite interagir avec cet encart en jouant sur leur téléphone portable. Donc voilà, vraiment mettre au centre de nos considérations, au centre de nos développements techniques, ce côté amélioration d'expérience spectateur. On s'adresse à un public qui est un public qui aime le jeu vidéo, parce qu'il regarde de l'e-sport globalement. Donc en fait, on a gamifié ces expériences-là, donc on a fait ça sous forme de petits jeux, et on a des promesses qu'on va venir délivrer en fait à nos clients, parce qu'on est une entreprise, donc on a des clients, on cherche aussi à gagner des sous pour pouvoir développer encore plus de modules, pour améliorer encore plus l'expérience utilisateur. Donc on va avoir des promesses d'engagement, donc comment est-ce qu'on conserve l'attention d'un public, donc soit sur place, soit derrière son écran. Comment est-ce qu'on arrive à l'animer? On sait qu'une communauté animée, c'est une communauté qui réagit mieux. Et derrière, comment est-ce qu'on aide des ayants droit, que ce soit des équipes, des organisateurs de tournois, pardon, à monétiser en fait cette audience. Donc en fait, on va aussi accompagner des ayants droit, des marques ou des sponsors sur des activations qui vont concerner donc, des audiences. Donc on va par exemple travailler avec des équipes qui vont avoir des sponsors, et nous on va créer des activations spéciales pour ces sponsors, pour ces équipes. Voilà. Et donc ça, l'exemple qu'on voit là à gauche sur Race4K, donc c'est exactement ça, cette traduction-là. Comment est-ce qu'on a créé quelque chose de sympa pour des gens qui sont un public de joueurs? Comment est-ce qu'on crée de l'interactivité pour, voilà, encore une fois, toujours, j'aime beaucoup le répéter, améliorer cette expérience spectateur. Ça nous a permis de faire d'autres choses aussi. On s'est par exemple amusé, alors je ne sais pas si vous voyez ma vidéo, mais on peut faire apparaître des petits encarts aussi comme ça dans absolument toutes les vidéos qu'on veut. Donc là, je pourrais vous inviter à venir jouer sur un espace sur lequel vous pourrez répondre à des questions. Donc ça peut aussi servir à animer des conférences comme ça. On peut s'amuser à faire plein de petites choses de ce style-là. Boris, tu l'as dit rapidement, vous êtes lié avec le village by Crédit Agricole. On est aussi au village by Crédit Agricole, mais on n'a pas la chance d'être à Toulouse, mais on a la chance d'avoir la tour Eiffel qui est juste là. Il y a 1 minute près, j'aurais pu vous la montrer, elle était en train de briller là, elle vient de s'arrêter, donc c'est dommage. Voilà. Donc voilà globalement pour ce qu'on fait. Petite question, merci Vincent. D'un point de vue techno, on a parlé tout à l'heure avec Thomas d'Atos et avec Stéphane d'NVIDIA de techno de type intelligence artificielle ou autre. Est-ce que ça fait partie, vous, des enjeux en termes d'innovation, de R&D? Est-ce que vous avez des contraintes technologiques pour aller pousser toujours plus loin la fan expérience? Vous en êtes où aujourd'hui de cette recherche et de cette quête de créer quelque chose de toujours plus interactif, monétisable, statistique, data, big data, etc. Tu fais bien de parler de quête, parce qu'effectivement, c'est un chemin qui est relativement long. Tout à l'heure, on a vu passer les Pandascore. On travaille avec eux justement sur comment est-ce qu'on peut réussir à animer en live
une partie, donc mettons qu'on soit sur une partie League of Legends, on est capable de se baser en fait sur des données qu'on récupère. On a l'avantage d'avoir des données, vu qu'on est sur un univers qui est numérique, on a l'avantage d'avoir plus de données qui ont été sur un univers comme le football ou le tennis par exemple. Et donc nous, on se base sur ces données qu'on est capable de récupérer en direct pour créer de l'interactivité qui réponde en fait à ce qui est en train de se passer dans le match. Concrètement, on va être capable de poser une question qui sera générée automatiquement, qu'on aura quand même un petit peu prévu avant, mais elle va s'afficher en fonction d'un événement qui va se passer dans le match, et c'est à ce moment-là qu'elle s'affichera pour l'utilisateur, et il pourra répondre à cette question-là. Dans le même ordre d'idée, la question elle se fermera si on sent qu'il y a un événement qui est en train de se passer, qui peut amener la réponse à la question. Voilà. Donc là, on est sur des systèmes, dans le sport classique, on appellerait ça du micro-pronostic, de la micro-transaction, de la micro-influence, pendant qu'on est sur un direct. Et donc c'est comment est-ce que nous, on arrive à être suffisamment rapide pour analyser les données qu'on a, pour ensuite créer les questions qui soient bien adaptées à la donnée qu'on vient de recevoir et l'afficher tout de suite à l'utilisateur. On a donc cette partie-là, et donc c'est beaucoup aussi d'automatisation. J'ose pas encore parler d'intelligence artificielle parce qu'on en est quand même assez loin, mais c'est comment est-ce qu'on arrive à valoriser au mieux les contenus qu'on propose pour les automatiser. Donc encore une fois, en fonction de ce qui se passe sur un événement, en fonction de choix, de personnalisation d'une marque sur une activation qu'on leur aura créée, comment est-ce qu'on leur pousse le contenu le plus adapté, le plus pertinent, de façon automatique. Voilà, et donc là, c'est plutôt du côté du big data, de l'intelligence artificielle, on en est encore là. Ok, merci Vincent pour ton intervention et la présentation de Gamify et toute la partie fun expérience qui, je pense, a un bel avenir, notamment sur les thématiques effectivement de monétisation des audiences, de sponsoring, de relations avec les organisateurs d'événements. Donc on a pas mal de choses et je serais ravi qu'on utilise ton appli pour le prochain webinar ou pour un prochain, pour faire de l'interaction avec des petites questions, etc. Je laisse la parole à David Combarieux, qui va nous parler d'innovation, évidemment toujours, cette fois-ci en lien avec un sujet qui est particulièrement cher à l'agence e-sport, c'est-à-dire la possibilité à tous de pouvoir pratiquer le jeu vidéo, y compris d'un point de vue compétitif. On a parlé d'aspect social, notamment tout à l'heure aussi avec Arnaud Moulet sur GameWard et l'importance aussi de travailler le côté jeunesse, formation, etc. Et donc, je vais laisser la parole à David qui va nous parler de HitClick et de HandiGamer. Merci Boris. Bonsoir à tout le monde. David Combarieux, j'ai fondé le projet HandiGamer en 2017 avec Théo, qui est mon beau-fils. Donc Théo, c'est un joueur PS4 qui est tétraplégique suite à un accident depuis une dizaine d'années et qui avait vraiment des problèmes d'accessibilité pour manier correctement les jeux sur la console. Évidemment, la manette de base n'était pas du tout adaptée à sa motricité. En fait, on s'est lancé tous les deux dans ce projet-là de manière très artisanale au démarrage. Donc, on a commencé avec un petit crowdfunding, on a fait beaucoup d'expérimentations et on a très rapidement rencontré en fait de nombreux joueurs qui étaient dans des situations similaires ou différentes, mais qui avaient un peu tous le même problème, c'était le matériel et l'accessibilité au jeu. Donc en 2017, ce qu'il faut se souvenir, c'est qu'on n'avait pas encore les innovations que Microsoft a sorties 1 an et demi plus tard. Hein. On avait vraiment très peu de solutions. On s'est rendu compte que rien n'existait. Et donc nos travaux tout de suite, c'était de trouver des moyens de jouer autrement. Donc jouer avec les poings quand on a les doigts paralysés, avec une seule main, utiliser les pieds, la bouche, tout ce qui exploitait en fait toute la mobilité disponible du joueur pour lui permettre de contrôler pleinement la console ou le jeu sur PC. Donc ça peut consister à, on voit un peu les images, à modifier des manettes. C'est du hack de manettes, donc sur les manettes standards, Xbox, PS4, des boîtiers de jeu qui vont ressembler un peu à des gros sticks arcade, mais qui vont être plus configurables. Et puis après, des formes de joystick différentes qui vont pouvoir être contrôlées avec un coude, un pied ou je ne sais quoi. Aujourd'hui, l'accessibilité aujourd'hui, on en a beaucoup parlé dans la presse avec des jeux comme The Last of Us Part 2,
qui a été encensé pour ces paramétrages d'accessibilité proposés à tous les joueurs. Mais en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que ça concerne vraiment la partie développement de jeu et donc logiciel, et que sur la partie hardware, il y a encore beaucoup de manques. C'est pour ça qu'on a vraiment poussé l'expérience le plus loin possible, puisqu'on s'est rendu compte qu'il n'existait à peu près aucune solution quand on a commencé. Tu vas pouvoir passer au slide suivant. Merci beaucoup. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a présenté le projet donc, au CIC eSport Business Award en 2018. On a eu le prix du jury à la Gamer Assembly. On s'est retrouvé sur la scène avec les amis de MCES. Donc, vous voyez, un club quand même qui a depuis fait un parcours assez incroyable. Donc, on était assez étonnés de voir l'écoute qu'on pouvait susciter, et en particulier dans le milieu de l'industrie de l'e-sport et de l'e-sport professionnel, où effectivement des gens ont commencé vraiment à s'intéresser à ce qu'on faisait et essayer de nous soutenir. Localement, donc on a été intégré à l'écosystème French Tech Toulon. Et on est soutenu par le réseau Entreprendre dans le Var. Donc tout ça, ça nous a évidemment incité à créer une entreprise. Donc la société HitClick, elle a un peu plus d'1 an. L'idée, c'est d'innover, de créer des matériels qui soient paramétrables et qui soient utilisables par le plus de joueurs possible. On a gardé évidemment une activité sur laquelle on avait commencé, qui est une activité plus associative, avec l'association Handy Gamers qui existe officiellement, qui a été créée à peu près au même moment et qui va en fait accompagner les joueurs sur les événements. Parce qu'en fait, c'est un des deuxièmes freins qu'on a pu constater, c'est l'accessibilité à des événements e-sport, à des salons. Rien que le fait de venir à Paris Games Week, il y a des problèmes de transport, des problèmes de logement. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'on a rapidement travaillé avec d'autres assos et avec les organisateurs de ces événements. On a eu une bonne écoute aussi à Gamer Assembly, par exemple, à Poitiers. Et ça nous a permis en fait de faire venir pas mal de joueurs sur ces événements, des joueurs qui rêvaient depuis longtemps de venir et qui nous disaient « mais moi je viens pas parce que ça va me coûter trop cher en train, en logement, etc. » Et donc avec l'asso, on a réussi à les aider à financer ça et à organiser leur venue. Donc ça, c'était aussi très intéressant. Évidemment, l'activité de l'asso sur ce créneau-là, elle est très réduite en 2020 puisqu'il n'y a plus aucun événement. Donc on est un petit peu en sommeil sur les événements physiques. Et en fait, on est allé jusqu'au bout de la démarche. Et Théo, donc, qui était très motivé par l'aspect compétition, il a créé une équipe e-sport qui s'appelle Rebird. Il a regroupé en fait des joueurs avec des profils, des handicaps divers, et il en a fait des équipes. Donc, avec aussi une volonté d'équipe mixte. Donc aujourd'hui, on voit émerger des joueurs sur des jeux comme Fortnite ou Warzone, avec des équipes mixtes, des joueurs handi et des joueurs valides, et qui vont jouer ensemble et avec tous sous le maillot Rebird. Donc ça, c'est aussi une évolution très sympa de ce projet qui est plus porté par Théo. Tu peux passer au suivant. Merci. Non, ouais, ça c'est bon. Voilà. Je reviens un peu sur HitClick pour un petit peu expliquer la démarche et vers où on va. Au niveau des produits, donc très concrètement, on a lancé des petites séries sur des formes de boîtiers, des formes de joystick qui nous permettent aujourd'hui de proposer un catalogue de produits. On utilise de plus en plus l'impression 3D parce qu'on doit personnaliser bien souvent même un produit qui est fait en petite série. On doit apporter un niveau de personnalisation supplémentaire pour s'adapter à la motricité de la personne, donc des formes de joystick différents qui vont même être faites dans certains cas sur mesure. Donc on est sur de la pièce unique qui va accompagner le joystick en question. On a un besoin, une volonté de s'implanter plus localement, parce qu'on a besoin d'une proximité avec les personnes en situation de handicap. Bien souvent, ils ont besoin d'essayer le matériel, d'étudier physiquement les produits qu'on propose pour voir si ça leur convient. Donc, à ce titre, un projet comme l'Icon Arena à Toulouse
est vraiment très très pertinent parce que c'est un écosystème tourné vers l'e-sport, tourné vers le grand public, les familles. Donc ça a tout à fait du sens d'avoir une implantation locale et du coup d'avoir un peu un point central sur, on va dire, la région sud-ouest et permettre d'accueillir les joueurs et de leur proposer d'essayer du matériel. Ça, c'est vraiment un point important pour la suite et donc un modèle qu'il faudra probablement reproduire ailleurs. On a aussi réussi à impliquer plutôt des industriels comme donc Xbox et très récemment Trustmaster qui nous accompagnent vraiment sur la partie matérielle, qui essaient de nous aider à adapter leur matériel au handicap de certains joueurs. Donc aujourd'hui, on se dirige vers, par exemple, du sim racing, comme vous voyez sur la photo du bas, du sim racing sur le même modèle que les vrais véhicules qu'on propose aux personnes paraplégiques ou semi-tétraplégiques, où on va remplacer les pédales par des leviers manuels. Et l'idée, c'est de permettre à des joueurs d'aller vers la compétition et vers l'e-sport dans le sim racing sur du matériel, par exemple Trustmaster, mais qui serait adapté pour eux. Le dernier point, qui n'est pas des moindres, c'est donc le groupe Boulanger qui nous accompagne depuis quelques mois. On avait en projet avec eux de commencer à faire un peu des ateliers dans les magasins boulangers. Donc la même idée, hein, c'est d'aller au devant du public et de rendre en fait les solutions les plus accessibles possibles. Donc le plus logique, c'est dans des magasins. Évidemment, on a été freiné là aussi par le Covid. Donc aujourd'hui, on est présent sur la marketplace Boulanger. Donc on trouve du matériel lead-click sur le site de Boulanger. Alors évidemment, c'est du matériel, on va dire, sur des configurations les plus, comment dire, les plus générales possibles, des choses qui peuvent être commandées directement en l'état. Évidemment, ça ne couvre pas tous les besoins qu'on rencontre, puisque pas mal de gens se tournent vers nous pour customiser et modifier un petit peu les configurations qu'on propose. Mais c'est un premier pas, ça a un double intérêt, donc démocratiser un petit peu les solutions tournées vers le handicap, c'est quelque chose qui n'existe pas dans la grande distribution aujourd'hui. Donc ça nous tient à cœur de faire ça. Et aussi, ça permet de sensibiliser, de former les vendeurs de la chaîne de magasins Boulanger et de permettre que quand une personne va s'adresser à un vendeur dans un magasin au rayon gaming, que la réponse ne soit pas juste je sais pas, que la réponse puisse être oui, il y a des solutions, on n'a pas forcément en rayon ce qui vous convient, mais par contre il y a des produits sur le site qu'on peut regarder, il y a un partenaire qui peut vous faire du sur-mesure, et donc que les vendeurs de la grande distribution soient capables de répondre avec une solution, c'est aussi rendre accessible ce projet le plus largement possible. C'est vers ça qu'on veut aller et on y va petit à petit. Voilà pour la présentation de ce projet, là où on en est et là où on va. Merci David pour ta présentation et surtout félicitations à toi, à tes équipes, à Théo pour l'énergie, pour les embûches, je suppose, nombreuses que vous avez rencontrées. On va parler de finances maintenant pour regarder justement comment développer l'innovation à travers GAC Group qui va nous parler de pas mal de sujets en lien avec cet aspect financier qui, je suppose, a été aussi une embûche pour toi au début parce que tu as du matériel spécifique, tu as des imprimantes 3D, tu as de la customisation comme tu viens d'évoquer, donc des coûts que tu souhaites les plus faibles possibles pour un prix de revente le plus faible possible pour des personnes en situation de handicap qui ont déjà pas mal de contraintes au quotidien et des dépenses supérieures, on va dire, à des personnes valides. Et je suis ravi particulièrement que tu fasses partie du projet Icon Arena, sur lequel je suis impliqué depuis le début, et sur d'autres projets sur lesquels on travaille ensemble sur des partenariats. Donc c'est une très belle visibilité que tu offres, et que tu mentionnais tout à l'heure que 10% de la population avait un handicap. L'e-sport étant par essence inclusif, en tout cas on le souhaite tous, c'est grâce à des acteurs comme toi qu'on peut former des vendeurs dans des magasins de high-tech, qu'on peut permettre à des personnes qui ont une vraie passion, tu parlais du sim racing par exemple, de pouvoir
pas forcément vivre financièrement, mais en tout cas s'impliquer à un niveau relativement élevé et être compétiteur. Et ça, c'est, je trouve, une démarche qui est particulièrement valorisante et très adaptée, en tout cas, à notre époque. Et voilà, moi, je suis fan de ce que tu fais. Donc, je voulais merci merci de nous accompagner dès que tu en as l'occasion. C'est super. Et oui, comme tu disais, le prix du matériel, évidemment, est un sujet important. Ce n'est pas un sujet tabou du tout. C'est-à-dire qu'il y a un coût de production, il y a un coût de main-d'œuvre bien souvent qui est important. Donc, on travaille là-dessus. C'est pour ça qu'on va vers des petites séries. C'est pour ça qu'on n'est pas resté sur un modèle artisanal pur, qu'on va vers de la fabrication de matériel, parce qu'on essaye effectivement de trouver des solutions pour que ce soit le moins cher possible. L'impression 3D est évidemment très intéressante sur ce point-là, parce qu'on peut customiser énormément les choses à un coût qui reste quand même extrêmement maîtrisé. Ok, merci. Je vais laisser la parole à nos amis et adhérents de chez GAC Group, Baptiste Barrère et Nicolas Mathiès, qui vont avoir le loisir et la gentillesse de nous parler de choses très concrètes pour les startups que certains ont pu présenter, en tout cas, que les startups ont présenté leurs solutions, leurs déboires aussi, différentes entités qui sont aujourd'hui souvent en quête de solutions financières à très court terme ou à moyen terme pour se développer et notamment sur une partie R&D que vous allez nous présenter. Donc, je vous laisse la main. Merci. Bon, félicitations à tous ceux qui sont encore présents et toujours attentifs. On attaque la dernière partie du webinaire, donc vous pourrez bientôt aller manger. Donc là, comme a dit Boris, on vous a présenté les différentes technologies, les tendances dans l'e-sport. Mais concrètement, l'argent, c'est le nerf de la guerre. Il faut financer tout ça. On est sur des investissements qui ne sont pas forcément rentables sur le court ou le moyen terme. Et donc, il existe plusieurs aides justement pour amortir cet investissement et permettre d'engager ces recherches. Alors, il faut savoir, donc je vais présenter ça d'abord en 2 temps, financement public, financement privé. Je resterai assez général pour ne pas vous perdre dans les détails et surtout que si jamais vous avez des questions, on verra ça à la fin, mais je vais essayer d'être le plus léger possible pour que ça ne soit pas trop lourd. Alors, il faut savoir que la France incite énormément la recherche et l'innovation dans le pays. D'ailleurs, cette année, elle a gagné 4 places dans le classement international de l'innovation. Et donc, il existe dans les financements publics 2 dispositifs qui sont, on va dire, les plus anciens, ceux qui marchent le plus. C'est le crédit impôt recherche et le crédit impôt innovation. Donc, slide suivante, s'il te plaît. De quoi on parle? Donc, crédit d'impôt, on va prendre les dépenses que vous faites soit dans la R&D, soit dans l'innovation. J'expliquerai la différence entre les deux juste après. Pour la R&D, on va prendre 30% des dépenses totales que vous avez faites et elles sont réduites de votre impôt. Si on prend l'innovation, on va prendre 20% des dépenses totales qui sont réduites de votre impôt, sachant que les dépenses d'innovation, c'est réservé aux PME et plus petites entreprises. Les dépenses de R&D, c'est pour toute taille d'entreprise. On parle de sociétés qui sont assujetties à l'impôt. Donc, malheureusement, les associations, vu qu'elles ne payent pas d'impôt, ne sont pas concernées. Et on va avoir 2 types de moyens de récupérer cet argent. Soit en déclaratif, ça c'est si vous déclarez tous les ans, soit en rétroactif si vous êtes rendu compte que les années précédentes, vous étiez éligible à ce dispositif mais vous ne l'avez pas déclaré, vous avez jusqu'à 3 ans en arrière pour faire cet exercice pour récupérer après coup l'argent. Et comme c'est un crédit d'impôt, on déduit ce montant de vos impôts, mais si la dépense du crédit est supérieure aux impôts que vous payez, il y a moyen de récupérer ça en cash. Donc, slide suivante, s'il te plaît, Boris. Donc, concrètement, qu'est-ce qu'on fait la différence entre l'innovation, la recherche, le crédit impôt innovation, le crédit impôt recherche? Dans le crédit impôt innovation, on va s'intéresser aux résultats. On va regarder les produits que vous mettez sur le marché et on va les comparer aux autres produits existants. Si on est dans le cas d'Indie Gamer, il n'existait rien, c'est sûr, vous êtes innovant, vous êtes les premiers à faire. Mais s'il y a plusieurs produits qui se ressemblent, à ce moment-là, on va regarder 4 aspects. Est-ce que votre produit est meilleur sur les performances techniques? Est-ce qu'il va proposer plus de fonctionnalités? Est-ce qu'il va avoir une éco-conception, donc un impact sur son cycle de vie de la fabrication au recyclage? S'il a une éco-conception meilleure que les concurrents, on peut prendre cet axe de défense ou, de manière générale, une meilleure ergonomie. À ce moment-là, quand le produit est sorti, on va regarder toutes les dépenses qui étaient associées pour créer le prototype, le développer, et on va déclarer ça dans le crédit impôt innovation.
Le crédit impôt recherche, quant à lui, on s'en fout du résultat en tant que tel. Ce qui nous intéresse, c'est les recherches, les investissements que vous menez sur une thématique. Donc, à partir du moment où vous avez un objectif, développer un nouveau produit, développer votre technologie, gagner de… Si on prend par exemple sur le big data, le machine learning, souvent il faut faire de longs investissements, il faut aller sur le loin, ça ne va pas forcément se déboucher sur un produit en tant que tel, mais on essaye d'élargir les connaissances pour en avoir une meilleure maîtrise. Et on se rend compte que justement, atteindre cette maîtrise ou développer ce produit va créer des incertitudes. Vous n'êtes pas certain du résultat, vous n'êtes pas certain d'arriver à ces objectifs. Et donc, vous allez mener des travaux, vous allez mener des recherches, vous allez analyser les publications scientifiques, les thèses, tout ce qui existe pour y arriver. Et comme cette analyse n'est pas suffisante et que vous devez mener vos propres recherches justement pour arriver à quelque chose, à ce moment-là, vous pouvez déclarer ces dépenses dans le crédit impôt recherche. Et comme le résultat est secondaire, ce qu'on va regarder, c'est vraiment l'acquisition scientifique, les connaissances, ce que vous poussez sur l'état de l'art, ce que vous poussez sur votre domaine, là où vous allez plus loin que ce qui existe. Donc voilà. Une autre idée pour vous faire la séparation, si vous êtes sur un projet innovant au sens large, tant que vous avez cette notion d'incertitude, tant que vous n'êtes pas certain de où vous allez, on est dans la recherche, on est dans le crédit impôt recherche, donc phase exploratoire, étude de faisabilité, prototype, aller-retour, tous les échecs. Hein, on parle vraiment de tout développement, de toute exploration. Seulement, à partir du moment où cette incertitude est levée, les connaissances sont acquises, vous maîtrisez ce à quoi vous faites de la recherche. Bon, si vous êtes une grande entreprise ou une ETI, vous arrêtez là, vous déclarez votre CIR. Si vous êtes une PME ou plus petit, cette transformation des connaissances en un produit que vous allez mettre sur le marché, on va le déclarer en crédit impôt innovation. Voilà, donc sachant que juste avant de passer sur CNC, en conclusion, crédit impôt recherche, comme son nom l'indique, on regarde dans le passé. On regarde ce que vous avez fait l'année précédente et on déclare là. Donc, le défaut, c'est qu'il faut que vous ayez déjà les financements et c'est après coup que vous récupérez l'argent. Ensuite, justement, par rapport, si jamais vous êtes des entreprises, des studios de développement, que vous souhaitez développer un jeu vidéo, être le prochain hit e-sport, à ce moment-là, les financements les plus significatifs sont ceux proposés par le CNC, qui va avoir deux gros dispositifs. Il y en a plusieurs, mais vraiment, il y en a deux gros qui sortent du lot. Il y a le fonds d'aide aux jeux vidéo, qui est une subvention en 3 parties, et le crédit impôt jeux vidéo. Donc, si je vais sur le fonds d'aide aux jeux vidéo, slide suivante, s'il te plaît. Alors, vous sortez d'une école de jeux vidéo où vous avez été développeur depuis un certain nombre d'années, vous avez une certaine légitimité. On peut déjà vous conférer une aide qui va jusqu'à… le CNC vous confère une aide qui va jusqu'à 10 000 € pour vous aider à concevoir votre jeu vidéo, faire votre bible du jeu vidéo. C'est vraiment là, votre société, elle n'existe pas ou elle vient juste d'être créée, vous êtes vraiment sur votre projet, votre rêve. Vous avez cette petite subvention pour commencer. Ensuite, les deux autres aides, donc là, il faut que c'est par rapport à une société que vous possédez. Donc, slide suivante, s'il te plaît. Il y a l'aide liée à l'innovation, liée à la recherche, à savoir, j'ai mon idée de jeu, mais je ne suis pas certain de développer les technologies, je dois faire quelques recherches supplémentaires pour que ça devienne un prototype jouable. À ce moment-là, je vais demander une aide à la pré-production. Par contre, c'est un mélange entre une subvention et une avance remboursable. La contrainte, c'est que quand vous demandez cette aide, vous avez 1 an pour sortir le produit. Donc, il faut avoir des incertitudes, mais pas trop quand même, parce que sinon, il faut rembourser après l'aide. Et l'autre qui est plus intéressante au niveau des subventions, qui est l'aide à la propriété intellectuelle. Alors là, c'est une petite digression, ce n'est pas vraiment de l'innovation en tant que telle. Là, on va se concentrer sur l'aspect culturel de votre jeu vidéo, l'originalité du gameplay, du game design, la construction de votre scénario. Est-ce que ça fait référence à des thèmes de la culture française ou européenne? Et là, vous avez 2 mois pour sortir un jeu et donc avec un plafond de 200 000 €, 50% des dépenses peuvent être prises en compte. Là, on est sur des jeux qui en général vont avoir des coûts de développement qui peuvent monter jusqu'à 600 000 €. Si jamais vous voulez vraiment faire un gros jeu qui va prendre plusieurs années de développement, à ce moment-là, on va regarder le crédit impôt jeux vidéo. Le crédit impôt jeux vidéo, donc ce qui est la slide suivante, c'est 30% des dépenses de production, toutes dépenses confondues. Donc forcément, vous faites le calcul. S'il y a une subvention à 50% des dépenses, c'est 200 000. C'est pour ça que je dis qu'à un peu plus de 600 000, c'est plus intéressant financièrement de prendre le crédit impôt jeux vidéo. Là, par contre, le cahier des charges est plus lourd.
on est vraiment sur des jeux qui reflètent l'aspect culturel, la diffusion des valeurs de la France ou de l'Europe. Et on est pour des studios qui sont installés en France et qui vont faire la majorité de leurs dépenses en France et en Europe. Donc voilà, mais une fois que ce dispositif est accepté, bon, vous avez 3 ans, voire 6 si vous êtes vraiment sur un très gros jeu, pour récupérer une partie de votre investissement en crédit d'impôt. Ensuite, de manière plus générale, il faut savoir que justement là, on était sur les crédits d'impôt, ce que vous touchez après coup. Si vous avez besoin d'argent tout de suite, il existe énormément de subventions. Donc, il y a les subventions style innovation, mais il y en a vraiment dans tous les sens. Vous allez avoir des innovations sur la recherche, sur l'innovation, sur le développement d'une nouvelle entreprise, pour grossir la taille de votre entreprise. Et donc, en fonction de ce que vous cherchez, des montants ou de la portée de votre projet, il y a énormément de guichets qui va de BPI France, qui est le plus connu, ou c'est là où il y a le plus d'aide, à votre ville, votre région, votre département, ou si vraiment vous êtes sur du très gros, pour aller jusqu'à l'Europe. Le problème, c'est que justement, donc slide suivante, il y a trop d'aides. En fait, comme tout le monde veut développer ses aides, tout le monde veut proposer ses solutions, on se retrouve avec souvent des doublons selon les organismes. Et donc, c'est difficile à première vue. Enfin, quand on voit la liste, on va sur les moteurs de recherche, on dit oui, il existe 2000 subventions en France, donc ça peut faire un peu peur. Là, quand vous êtes dans cette pré-recherche, pour vous aider, nous, ce qu'on vous conseille, c'est d'utiliser notre site internet Finamatic by GAC. Vous tapez votre projet, vous tapez votre entreprise, ça vous permet de faire un premier filtre et de passer de plus de 2000 aides à une cinquantaine d'aides environ selon la taille de votre entreprise et votre projet. Donc là, on est sur l'ensemble des financements publics qui existent. Après, il existe d'autres types de financements. Ce sont les financements privés. Les plus connus, ça va être les fonds d'investissement. Alors là, il y avait une question qui avait tourné. Il existe des fonds d'investissement sur le sponsoring e-sport, mais là, je vais vraiment me concentrer sur les fonds d'investissement, sur le développement de l'innovation dans l'e-sport. Donc, le plus connu, la référence, c'est Bitcraft, qui est le premier à s'être positionné sur l'aide à l'e-sport. Donc là, c'est que vous soyez une start-up, une PME, l'idée, c'est qu'ils vont prendre part à votre société, vous donner de l'argent dès le début pour vous aider à développer une technologie prometteuse, ou si de base, votre entreprise a une stratégie qui intéresse les investisseurs, ils vont vous accompagner. L'autre fonds d'investissement qui est le plus connu, c'est Trust eSport, qui a fait récemment parler de lui parce que c'est la Française des Jeux qui fait partie des sponsors et qui a communiqué massivement dessus. Là, ils sont plus orientés sur les startups en tant que telles, qui sont soit sur l'expérience spectateur, monétisation des audiences, ou sur la recherche de conditions de performance. Après, le troisième gros fonds d'investissement, en fait, c'est 2 fonds d'investissement en un. C'est WeWired, qui va être vraiment sur l'intelligence artificielle, la robotisation, mais qui a sa sensibilité sur les jeux vidéo, et donc qui a créé un fonds d'investissement fille, qui est WeWired GG. Donc là-dessus, c'est vraiment le troisième groupe d'investissement orienté e-sport. Et pour l'anecdote, il y a un 4e fonds d'investissement qui est celui de Xavier Niel, qui est le fondateur de Free, Kima Ventures, qui est basé sur eux, ils sont orientés sur toutes les startups de manière générale, mais ces dernières années, ils ont commencé à s'intéresser aux startups soit sur le développement de jeux vidéo, soit sur le développement de technologies e-sport, et ils commencent à se mettre dessus. Après, il ne faut pas être limité à ces 4-là. Ces 4-là, c'est ceux qui sont vraiment axés e-sport, mais il faut savoir que potentiellement, n'importe quel fonds d'investissement qui croit en votre projet, vous déposez un dossier, vous présentez votre rêve ou votre création, et voilà, n'importe laquelle de ces… Ce qu'il faut faire, c'est juste être le bon avocat de votre projet et convaincre des gens d'investir dessus. Enfin, le dernier type d'investissement privé, on arrive bientôt à la fin de la présentation, peut-être les plus connus, en tout cas ceux qui permettent de faire les meilleurs départs, c'est toutes les plateformes de crowdfunding. Donc, comme vous voyez, les investissements faits par les particuliers qui croient au projet, qui investissent, deviennent de plus en plus importants ces dernières années. Et en exemple, justement, l'aventure Indie Gamer a commencé avec un crowdfunding sur KissKissBankBank. Pardon pour la prononciation. Voilà, donc il faut savoir que quelle que soit la taille de votre entreprise ou que vous n'ayez pas encore commencé une entreprise, que ce soit avoir l'argent tout de suite ou le récupérer après coup dans une logique d'investissement sur plusieurs années,
Il existe plusieurs types de financement, plusieurs approches. Le tout, c'est de s'organiser. Et justement, je vais laisser la parole à Baptiste qui va conclure là-dessus. Bonsoir à tous. Effectivement, là, un tout petit slide juste pour rappeler que le financement de l'innovation, notamment dans l'e-sport ou dans le jeu vidéo, c'est très important. Vous avez vu, il y a beaucoup de fonds, de dispositifs disponibles et c'est une vraie, on appelle ça, nous, la jungle des financements publics et privés. Et donc, c'est toujours un peu difficile de s'y retrouver. C'est pour ça qu'on a créé cette plateforme Finamatic dans laquelle déjà vous pouvez un peu vous recentrer. Mais au-delà de ça, le management de l'innovation, notamment dans l'e-sport, passe par l'ensemble là, des steps que vous voyez ici. Je pense notamment à la propriété intellectuelle ou par exemple l'open innovation pour aller chercher les nouveaux partenaires ou le marketing de l'innovation dans le cadre d'un développement à l'international ou d'un benchmark ou d'un consortium monté avec d'autres équipes, au contraire dans le cadre de confrontation. En tout cas, je trouve que ce webinaire était extrêmement riche et intéressant au niveau des témoignages. Ce qui est intéressant aussi de voir, c'est que c'est un marché qui est exponentiel en termes de potentiel. Là, on voit des rachats qui se préparent ou qui ont été faits très récemment. Je pense à Microsoft, je crois, qui a resté encore un studio. Donc les grands groupes aussi, j'ai vu Atos qui a témoigné, s'y intéressent énormément, au-delà des petites startups. Et pareillement, le financement de ce genre de projet peut être envisagé, quelle que soit la taille de l'entreprise. Mais comme je l'indiquais à Thomas, il y a quand même énormément aussi de risques à prendre en considération. Donc c'est un vrai métier, c'est un vrai sujet. C'est pour ça que nous, on existe depuis 20 ans sur la thématique du financement et qu'au fur et à mesure, on s'est rendu compte qu'il fallait fournir à nos clients, que ce soit dans les agences de e-sport ou d'autres domaines d'activité divers et variés, il y a toutes ces steps autour de ces enjeux pour vraiment avoir une vision 360 de ce qu'est l'innovation. Et c'est un vrai métier, c'est un vrai enjeu. Et voilà, ce n'est pas que du financement, ce n'est pas que du marketing. C'est aussi extrêmement important d'avoir toutes ces entités-là. Je pense que j'aurais bien aimé échanger avec vous sur peut-être certains d'entre vous qui ont bénéficié d'aides, de subventions, de crédits d'impôt. En même temps, le temps presse un peu. J'imagine que tout le monde a envie de manger et d'aller se coucher. Mais poser des questions déjà. De poser des questions, n'hésitez pas en tout cas à faire part de vos interrogations, d'éventuels témoignages. Je pense à Andy Gamer sur la levée de fonds que vous avez fait ou sur peut-être certains d'entre vous qui ont bénéficié des aides ou subventions qui ont été citées par Nicolas ou par rapport au crédit d'impôt. N'hésitez pas en tout cas. Et puis, si l'envie vous prend, on peut aussi envisager des audits personnalisés et gratuits, notamment en cette période, c'est important, pour un peu faire une overview avec vous de ce à quoi vous pourriez prétendre et comment y prétendre. Et puis, encore une fois, vous accompagner potentiellement, donner des conseils sur le reste des steps là que vous voyez ici affichés. Un grand merci Baptiste et Nicolas pour votre intervention en lien avec le financement, les subventions. Et effectivement, c'est comme le soulignait Nicolas, ça fait partie des enjeux forts. On a beau avoir les meilleures idées du monde ou avoir envie de faire développer des technos ou imaginer des concepts extraordinaires, on a quand même souvent des vraies contraintes financières. Et donc le côté coup de pouce ou le côté aide au développement, R&D ou autres font partie intégrante des stratégies. Alors c'est pas propre à l'e-sport, mais c'est vrai que l'e-sport ont quand même une forte connotation technologique ou parfois usage, service ou par exemple des lieux de pratique. C'est toujours intéressant de connaître les solutions et on vous remercie de nous avoir présenté ce petit panorama en espérant bien sûr que toutes celles et ceux qui ont des projets autour de l'innovation pourront bénéficier de vos services, qui plus est avec un audit gratuit comme vous l'avez proposé. Je vais laisser la main à Thomas. Et on va d'abord aborder justement les quelques questions qu'on a eues. Ouais, je vous laisse comme ça en visuel, en fond, tous les webinaires de l'agence e-sport jusqu'au mois de juillet, les différents événements. Donc Thomas vous en parlera, mais on va passer aux questions directement, parce que je sais qu'il y a pas mal de questions, donc je te laisse prendre la main avant de conclure. Justement, on va directement revenir auprès de Nicolas sur une question de Clément qui avait été adressée. Comme quoi il faisait partie d'une structure associative loi 1901 et il souhaitait passer en société. Quel avait été le parcours justement, je pense que d'Andy Gamer pour devenir une société et quelles subventions ils avaient pu avoir. Mais je pense que Nicolas a pu répondre, en tout cas en partie, à ce point-là. Est-ce que je me trompe, Nicolas?
Oui, non, mais après le passage de l'association en société pose la question justement du préfinancement, mais c'est là où on va regarder les subventions. Surtout, ce qui va se passer, c'est que quand une société vient de se créer, qu'on est en mode start-up, bon, bah, c'est pas pour rien qu'on appelle, enfin que le président nous appelle la Startup Nation, c'est qu'il existe des dispositifs pour les entreprises qui viennent juste de se créer, qui s'appellent et qui sont orientés recherche, ou en tout cas qui ont des forts investissements sur la recherche. C'est le statut jeune entreprise innovante. Donc, plus Bourse French Tech, plus toutes les associations tournées sur les nouvelles technologies. Et donc, il y a cette idée de, en tout cas, une volonté de l'État que pour les entreprises dans ce secteur, d'obtenir de très forts avantages fiscaux ou des subventions dès le début pour amorcer la création d'entreprises et les premiers investissements. Oui, oui. Pour les petites structures formes associatives, j'encourage de regarder plutôt sur le côté ESS, parce que vous êtes une association, vous rentrez dedans. Il y a énormément, c'est sous-estimé, c'est toute l'économie sociale et solidaire. Il existe des aides qui sont dédiées à ça. Et c'est plus là-dessus que les associations doivent chercher ces sponsors. Sinon, un autre conseil que je n'ai pas mis là, parce que c'est vraiment très associatif, vous êtes des associations loi 1901, trouvez-vous des sponsors entreprises, parce qu'il existe ce qu'il appelle un crédit d'impôt sur le mécénat. Donc une entreprise qui vous donne de l'argent ou qui vous donne des compétences, qui vous donne du matériel, peut, elle, déclarer ça sur ses impôts et avoir un crédit d'impôt sur le sujet. Et donc, pour peu que le chef d'entreprise ou le comité de direction ou que beaucoup d'employés aient une sensibilité sur votre association, ça fait gagnant-gagnant de chaque côté. En attendant que d'autres questions arrivent, il y avait une question de Julien Collier pour Benjamin, qui était de savoir quelle était la surface nécessaire pour l'installation des structures de réalité augmentée. Réalité virtuelle, The Cluster. Virtuelle, pardon. Je ne sais pas si Benjamin est encore là. Alors désolé, j'ai un petit problème technique, je ne sais pas si vous m'entendez. On t'entend. Très bien. Ça. Ah putain. C'est tout bon. C'est bon, on t'entend. Il a dit… Alors, à partir de 25 mètres carrés, c'est bon, la réponse a été donnée par Benjamin. Oui, ça peut être complètement customisable et preuve en est de ce qu'il évoquait tout à l'heure sur les laser games. Vous avez des laser games qui ont des tailles complètement différentes selon les villes. Et l'intérêt, c'est de pouvoir customiser finalement l'expérience utilisateur. Donc, ça commence à 25 mètres carrés, mais ça va jusqu'à plusieurs centaines de mètres carrés, évidemment, selon les infrastructures physiques qu'ils souhaitent mettre en place. Il y avait également une question de Déborah pour Benjamin sur à savoir s'ils avaient appréhendé la réglementation relative à la VR, mais je pense que Benjamin était réactif, il lui a répondu en direct également. En tous les cas, on attendra que Benjamin se reconnecte. Une question d'Eric Arnaud, c'était comment aujourd'hui une équipe pro ou amateur e-sport peut-elle trouver des sponsors? Comment identifier les jeunes talents? Existe-t-il aujourd'hui un classement des joueurs équipe e-sport? Alors, pour identifier les jeunes talents, c'est pas la partie la plus compliquée, étant donné que, contrairement au milieu du sport, pour faire le parallèle en l'occurrence, comme le disait très bien mon ami de Gamify tout à l'heure, c'est du digital et en fait, on a tout en ligne. Donc, les classements sont disponibles. Ça rejoint un peu la question s'il y a un classement des équipes e-sport, je crois. En fait, il y a autant d'e-sport que de licences. C'est un peu comme si on essayait de mettre le football, le basket, le tennis, tout ça dans un même classement, c'est impossible. Donc, en fait, on va regarder jeu par jeu et il y a des classements par jeu. Voilà, il y a des niveaux de ligue. Sur certains jeux, il y a des ligues officielles directement gérées par les éditeurs ou commanditées par les éditeurs et qui sont externalisées à des organisateurs de compétition. Parfois, c'est des tournois qui ne sont pas officiels, mais qui sont reconnus par la communauté. Voilà, donc en fait, tout se fait en ligne pour la détection et également pour les classements. C'est disponible en fonction des jeux. Généralement, les clubs professionnels d'e-sport sont positionnés sur des jeux où il y a des circuits établis par les éditeurs. Voilà pour cette question. Et pour la recherche de sponsors, il y a deux grandes typologies de sponsors. Il y a les marques qu'on appelle endémiques, qui ont un lien direct avec l'univers du jeu vidéo ou du moins de l'e-sport, et les marques non endémiques, qui n'ont pas de lien direct de par leurs activités.
Et l'enjeu est là, en fait, dans l'e-sport, c'est d'aller chercher ces marques non endémiques. Sinon, on se tournerait tous continuellement vers les mêmes marques endémiques. Et ça passe souvent par l'évangélisation de la pratique et du milieu de l'e-sport. Ce n'est pas toujours hyper bien perçu par les comités de direction de grandes sociétés. Parfois, les décideurs sont un peu âgés, sont parfois un peu fermés, ils ne comprennent pas trop ce qui s'y fait dans l'e-sport. Ils entendent parler du phénomène, des quelques chiffres. Voilà, l'enjeu, ça va être d'évangéliser la pratique et d'expliquer en quoi l'e-sport peut vraiment répondre à leurs enjeux business actuels et à venir. Est-ce que tu as vu un frein justement avec cette période de crise sanitaire des investissements des sponsors non endémiques? Tout à fait. Tout à fait. On a eu le cas d'un beau deal qui ne s'est pas fait à quelques jours près et la société avec qui on devait signer était extrêmement triste, je ne sais pas si c'est le bon terme, mais du moins c'est l'impression qu'ils nous ont donné de ne pas pouvoir honorer toutes les négociations qui ont eu lieu pendant plusieurs mois parce que le processus de vente est assez long pour du sponsoring d'un club e-sport. Il y a des petits tickets, mais généralement on parle de montants parfois un peu conséquents et c'est un investissement qui est souvent très nouveau. Et surtout, quand on est face à une société qui est assez structurée pour avoir divers services, à quel service on va ponctionner ce budget de sponsoring e-sportif? Parce que l'e-sport, ça peut répondre à des problématiques de notoriété, d'image de marque, de génération de chiffre d'affaires, mais également RH. On en a un peu parlé tout à l'heure. Donc oui, il y a eu un frein. Ça a été un frein, le Covid. C'est le paradoxe en fait de la période Covid pour l'e-sport et pour les équipes, c'est qu'on n'a pas arrêté notre activité, mais la génération de chiffre d'affaires a été beaucoup ralentie pendant cette période, entre autres parce qu'il y a des secteurs d'activité traditionnels avec qui on discute qui ont été fortement impactés et parce que dans une période de crise, on le sait tous bien maintenant, les sociétés deviennent tout de suite beaucoup plus frileuses pour tout ce qui est innovation ou projet un peu tierce. Et je rebondis du coup, je me permets Arnaud, par rapport à ce que tu dis sur les sponsors. On a eu le cas hier ou avant-hier d'une équipe phare féminine, la team OOB, qui a été créée, soutenue par Airbus, qui n'est pas un acteur endémique à l'e-sport, qui a disband, qui s'est arrêté justement à cause de la crise actuelle, avec les 15 000 licenciements en vue pour Airbus. Et l'e-sport n'est plus devenu une priorité. Donc j'imagine très bien les difficultés pour les équipes, soit de conserver des sponsors, soit de trouver des nouveaux sponsors. Parfaitement. C'est une triste nouvelle pour le milieu de l'e-sport. L'idée de l'équipe Out of the Blue de Airbus, c'était une très bonne idée. Il faut mettre en avant la pratique féminine. Voilà, il y a encore un déséquilibre dans la pratique. C'est culturel. Il n'y a aucune raison d'ailleurs que ça soit le cas aujourd'hui. C'est culturel. D'année en année, on y travaille tous dans le milieu. Enfin, du moins, je l'espère. Mais voilà, c'est vraiment à l'image de cette période, cette crise sanitaire. Alors, je ne vais pas non plus tirer la sonnette d'alarme pour les clubs e-sport. Ceux qui sont constitués commercialement parlant d'une force commerciale avec des vraies équipes marketing et communication s'en sortent ou devraient s'en sortir. Dans l'e-sport, on n'est pas les acteurs les plus touchés. Voilà, on peut penser à certaines réunions qu'on a été amenés à faire entre divers acteurs du milieu pendant la crise. Ceux qui ont été les plus touchés de loin, c'est les événements, entre autres, ce sont les organisateurs de compétitions physiques. Tous ceux qui sont liés à l'événementiel, du moins. Nous, en tant qu'équipe, notre activité a perduré. Ok, merci. Thomas, des questions peut-être encore Benjamin est revenu sur le chat. Peut-être l'occasion de lui reposer la question, que tout le monde ait la réponse, que le public ait la réponse, sur le fait comment il a appréhendé la réglementation relative à la VR. Oui, je suis. Alors, est-ce que vous m'entendez? Oui. Vous m'entendez tous? Bon. Ah, ok. Oui, donc je peux à nouveau répondre aux questions s'il y en a. La question de Déborah était auquel tu as répondu dans le chat privé. Oui. On aimerait bien connaître la réponse. C'est comment vous avez appréhendé la réglementation relative à la VR? Oui, alors comme je disais dans ma réponse, il y a la réglementation relative à la VR, il n'y a pas vraiment de réglementation spéciale pour la VR. Après, il y a des recommandations au niveau, par exemple, médical, des médecins qui recommandent de ne pas pratiquer en dessous de 12 ans. Nous, pour le coup, on limite l'âge minimum à 13 ans, parce qu'en plus, il y a du matériel. Donc voilà. Après, pour tout ce qui est données, c'est vrai que c'est plus sur des
par exemple des acteurs comme Facebook, avec notamment la sortie de l'Oculus Quest et du Quest 2, que ça va poser beaucoup de questions. Et là, il faudra voir comment vont évoluer les législations, puisque là, on passe d'un acteur qui à l'époque collectait les données uniquement saisies sur Facebook, photos et textes, passe maintenant à une technologie qui peut capter l'intégralité, de modéliser l'intégralité de votre salon, capter vos mouvements, enregistrer votre voix, et donc collecter une quantité de données qui commence à être colossale. Mais nous, on n'est pas vraiment concernés là-dessus, on ne collecte pas de données personnelles puisque c'est un lieu dans lequel les gens viennent se rendre. Donc à part les mouvements nécessaires au jeu, il n'y a pas voilà, il n'y a pas beaucoup d'enjeux sur de la propriété privée, on va dire. Très bien. J'ai pas d'autres questions. Ok, et ben, on va, de toute façon, il est 21h, donc je pense qu'il va être le temps de conclure. Je te laisse, Thomas, prendre rapidement la main sur les prochains événements de l'agence. Tout à fait. Alors, je ne vais pas détailler chaque événement de l'agence. Vous aurez, pour les adhérents, les slides dans le Slack, et pour tout le monde, pour tous les participants, vous aurez le replay du webinar. Je voulais juste vous préciser que dans la roadmap de la saison 2020-2021, nous y avons intégré 2 nouveaux formats. Le format « J'irai déjeuner chez vous », qui commencera à partir de janvier, si les conditions sanitaires nous le permettent. C'est un moment de partage et d'échange lors d'un petit déjeuner ou d'un déjeuner chez un de nos adhérents. Et donc, un moment convivial qu'on attend tous, notamment pour se retrouver physiquement. Et le deuxième événement qui aura lieu à la rentrée de la saison 2021, c'est les eSport Days by l'agence eSport. C'est un projet très ambitieux. C'est pour la création d'un grand forum d'affaires sur le thème de l'e-sport. Et j'en tease pas plus. Et je vais laisser Boris conclure ce webinaire. Oui, merci. Donc, je tenais déjà toutes et tous à vous remercier de tous les intervenants de votre participation, de votre implication depuis pas mal de semaines. Je citerai Benjamin de Bigger Inside, Arnaud de GameWard, Vincent de Gamifly, Stéphane Nvidia, David de HitClick Handigamer, bien sûr le partenaire GAC Group sur tous ces éclairages au niveau des problématiques de financement, d'innovation, qui saura répondre, j'en suis certain, à vos attentes, à vos questions pour celles et ceux qui en ont, sur des choses assez techniques. C'était pour moi un plaisir de préparer cet événement avec vous tous en tant qu'intervenants. Donc je vous remercie de votre implication, et tous ceux de l'agence, Thomas, Hugo, qui ont participé, Willy qui n'est peut-être pas là et qui nous permet aussi de préparer à travers Zoom cet événement-là. Je voulais simplement terminer pour tous les participants qui sont ici, pour vous inviter à ce qu'on reste en contact. N'hésitez pas à passer par l'intermédiaire de l'agence si vous souhaitez entrer en relation avec nos intervenants du jour, si vous avez des questions spécifiques, si vous voulez des partenariats. On a fait un webinaire sur la thématique de l'innovation et tendance et financement, mais c'est aussi un objectif de mise en relation et de business, puisqu'on est conscient que autour de cette table virtuelle, on a des acteurs qui sont parfois des collectivités, qui sont parfois des grands comptes, des startups, des PME, des écoles. On représente, et c'est une chance que nous avons au sein de l'agence eSport, un écosystème qui est à la fois endémique et non endémique. Donc notre but, notre vocation, c'est de permettre de développer les échanges, les rencontres, de faire naître des projets, de faire naître du business entre vous, vous intervenants et adhérents, pour pouvoir faire naître des projets avancés, des collaborations. Donc on reste à votre disposition. Vous avez le site l'agencesport.com, évidemment, qui vous attend avec notre adresse email générique si vous avez la moindre question. On a un Slack pour tous nos adhérents sur lesquels on pousse des actualités, on permet à tous d'échanger sur la thématique de l'e-sport. On implique nos adhérents et comme c'est le cas aujourd'hui avec GAC Group pour monter des webinaires. Donc dans ceux que Thomas vous a présenté sur notre roadmap sur la saison 2020-2021, il y a effectivement pas mal de choses avec nos différents adhérents sur des thématiques de gamification, de problématiques RSE ou autres. Donc on est à votre écoute sur des sujets. On se donne rendez-vous au mois d'octobre sur le regard croisé numéro 2. Donc vous aurez toutes les informations qui transiteront sur nos réseaux sociaux, à minima sur LinkedIn et sur Twitter, où on est
plutôt actif et on sera ravis de répondre avec vous. J'espère que vous avez passé un bon moment. C'était un petit peu long, on s'en excuse, mais la qualité de nos intervenants et surtout la quantité des slides et l'enchaînement était un petit peu compliqué à tenir sur 1h30. On communiquera à tous les participants de ce jour le document qu'on vient de vous présenter. Donc, vous recevrez dans quelques jours un petit email de notre part avec ce PDF et on vous communiquera également le lien vers le replay si vous souhaitez le revoir prochainement. Et on vous souhaite en tout cas à toutes et à tous une excellente soirée et on espère vous voir pour le prochain webinaire. À très vite.